Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de toute l'actualité parisienne. Et cette actualité parisienne, évidemment, on va revenir sur le match nul hier du Paris Saint-Germain pour son match d'ouverture des phases de poule de Ligue des Champions, un partout en Belgique face à Bruges. On va revenir évidemment tout au long du podcast sur la rencontre. Et pour m'accompagner, pour parler de tous les débats qui nous attendent, une équipe de choc. Tout d'abord, Mousse qui fait son retour avec nous. Alors Mousse, on est content que tu sois de retour avec nous parce que tu étais absent la semaine dernière. Comment va ce mal de dos? Les gens s'inquiètent. Écoute, ça va mieux, mais comme vous avez pu constater, je suis plus dans ma cellule. J'ai dû m'expatrier dans le salon parce que voilà, j'ai encore un petit peu mal au dos. Donc là, je suis pas allongé, mais voilà, je suis bien calé. Et donc là, pour ce podcast, pardon, ça devrait aller. Et merci à tous les gens qui m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles. C'est très gentil à vous. Je vais bien, je vais mieux. Eh ben, ça nous fait plaisir que tu sois mieux en forme et on espère que ça va vite partir ce mal de dos. Avec nous également Yassine Amned. Comment ça va, Yass? Salut à tous. Non, ça va pas aujourd'hui. Ah, ça va pas, ça va pas. Je pose la question parce que je suis quelqu'un de poli, mais je sais très bien que ça Et va. encore, il a le sourire. Hein. Ouais, mais Yass, il a toujours le sourire un peu ironique, un peu mesquin. Donc, ça cache un peu des démons qui ont apparu hier entre 21h et 23h. Donc, on va revenir évidemment. Yassine, est-ce que tu t'es refait le match? Ouais. Ah, donc là, tu as toutes les images en tête. Ouais, parce que en fait, je voulais préparer la minute et je pense que c'est une minute de 2 heures à peu près qui devrait y avoir. Au début, évidemment, il parle de la minute de coach Yassine. Au début, c'était vraiment une minute, c'était 3-4 minutes. Ensuite, c'est parti sur 5-10. Après 20-25, puis là, vous aurez peut-être 2 heures un jour. Voilà, peut-être qu'on leur renommera l'heure de Yassine, l'heure de coach. Faut qu'on le rebaptise. On va réfléchir à un autre titre. Ouais, c'est clair. On va retravailler le titre parce que là, ça va plus. Publicité mensongère. Et enfin, pour terminer la bande, il fait son retour avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est notre Belge préféré. Vous l'avez vu sur le plateau d'RMC Sport hier pour encadrer le match Bruges-Paris Saint-Germain. C'est toujours un plaisir de parler foot avec lui. C'est Sacha Tavoliré qui est avec nous. Comment ça va, copain? Ça va très bien. Ça va très très bien. Merci. Bien réveillé, bien en forme. Et puis content d'être avec vous. Toujours un plaisir de parler avec mes potes. Bon, l'équipe de Paris United est un peu déçue évidemment et voilà, on va un peu taper sur l'équipe hier, mais toi, je pense que tu étais plutôt content de la prestation des Brugeois. Oui, c'est exceptionnel. C'est une grosse prestation du club de Bruges, d'autant que je vais être très honnête, cette année, je m'y attendais pas du tout. Ils ont commencé vraiment, je dirais, petit à petit, un championnat où on sentait qu'ils n'étaient pas réglés, où il y a eu des déconfitures incroyables en championnat, notamment le 6-1 face à la Gantoise avant le break international, qui inquiétait tous les observateurs du football belge, on ne va pas se mentir. Et donc, forcément, quand on a vu ce dont ils étaient capables hier, il ne faudra plus me dire qu'effectivement, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'intention, et on va y revenir, évidemment. Mais ce club de Bruges est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré en début de saison en Pro League, et on a vu hier soir. Bon, ils sont quand même leaders pour l'instant du Jupiler League, Bruges, avec 14 points. Oui, ils sont leaders, mais ils sont leaders en étant moyens, vraiment. Et quand tu vois ce dont ils sont capables dans le jeu et justement dans l'animation, honnêtement, ils peuvent terminer le championnat en avril, s'ils le souhaitent en Belgique. Bon, voilà, on va revenir évidemment sur le match. Malgré la première très attendue de sa triplette Mbappé, Messi, Neymar en attaque, le PSG donc a manqué sa rentrée en Ligue des Champions. Score final 1-1 contre les joueurs du FC Bruges en grande forme hier soir, Sacha le disait, qui ont peu à peu pris la confiance au fil du match, bien soutenu par un stade, on dit comment, Jan Breydel Stadium. Jan Breydel Stadium en fusion. À la fin, vraiment, il y avait une super ambiance au stade et ça a bien aidé les joueurs de Philippe Clément. Et donc, les conséquences au classement pour cette première journée de phase de poule dans ce groupe A, avec la victoire de Manchester City 6-3 contre Leipzig, malgré le triplé de Christopher Nkunku, ça n'a pas suffi à battre les Citizens. Donc, Manchester City est leader de sa poule avec 3 points. Et puis, le PSG et Bruges suivent derrière à 1 point et Leipzig commence mal avec 0 points et différence de but de -3. Alors, on va revenir évidemment sur le match. Donc, au début, le Paris Saint-Germain s'était montré plutôt clinique dans ce début de match en faisant mouche sur sa première frappe cadrée, avec cette reprise d'Ander Herrera bien servie par Kylian Mbappé, mais n'est parvenu à conserver son avantage que 12 petites minutes. Un dédoublement d'Edouard Sobol dans le dos d'Achraf Hakimi et une frappe gagnante du capitaine Van Aken ont sanctionné des largesses défensives parisiennes beaucoup trop récurrentes dans ce match. Les déséquilibres
des Parisiens, je pense qu'il sera un des thèmes du podcast. Déjà, avant de rentrer dans le cœur du sujet et dans les débats qui vont nous animer, Yacine, après voilà, avoir revu le match cette nuit, etc., qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je voulais vous poser la question, mais j'ai pas eu le temps de vous le poser sur le groupe WhatsApp. Mais qu'est-ce que t'as retenu du match d'hier vraiment qui t'a surpris? Je vais pas dire choqué des Parisiens, mais vraiment qui t'a titillé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont déçus. Quel est le premier truc toi que tu retiens après ce match contre Bruges? Ce que je retiens, c'est que moi, je ne sais pas ce que veut faire Paris. Je ne sais pas si c'est une équipe de possession, de transition, de contre-attaque, de contre-pressing. Je ne sais pas si l'équipe veut jouer haut ou veut s'ouvrir des espaces. Je ne sais pas. Voilà, moi, je ne connais pas l'identité de cette équipe. On reviendra sur Pochettino après. Mais moi, je veux bien qu'on nous explique qu'il faille du temps, que c'était la première du trio, etc. Mais en fait, encore une fois, ce que j'explique régulièrement, l'idée globale, c'est pas une question de temps ou une question de trio. Après, oui, les affinités, les automatismes, etc., ils se créent au fur et à mesure. Mais l'idée de jeu, elle est pas dépendante du trio. Elle est juste dépendante du coach et de ce qu'il veut faire avec un collectif. Et ce que j'ai vu moi en face, c'est une équipe avec des idées. Voilà, des idées de jeu claires, précises. Le milieu de terrain, les circuits de passe, comment aller chercher les attaquants. Voilà, et c'est la différence. Après, on peut tout dire, hein. Que Bruges, ils étaient surmotivés parce que c'est le PSG, que Bruges, évidemment, comme Lille par exemple la veille, quand c'est la Ligue des Champions, bah, on a une capacité de concentration qui est plus importante parce qu'on ne veut pas être ridicule aux yeux de l'Europe, etc. Par exemple, Sacha parlait du 6-1 en championnat belge. Oui, le 6-1, il fait mal, mais il n'a pas de résonance européenne. Là, tu te dis, si tu prends une grosse gifle, ça a une résonance européenne. Donc, tu as une capacité de concentration qui est élevée. Mais tout ça, ça n'explique pas la prestation du PSG. Voilà. Et la dernière chose, le point essentiel, c'est que l'état d'esprit. Voilà. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Le déchet, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu des joueurs exceptionnels avoir du déchet dans ma vie. J'ai quand même 45 ans, donc des matchs, j'en ai vu. Mais l'état d'esprit, c'est pas possible d'avoir cet état d'esprit-là. Voilà, stop. Mousse, toi, qu'est-ce qui t'a marqué hier du match, comme je posais la question à Yacine? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bah, moi, c'est ça, c'est l'état d'esprit en fait. Tu peux pas démarrer une compétition comme la Ligue des Champions en venant les mains dans les poches, les pieds dans tes chaussons, en te disant qu'en face c'est Bruges et que t'as pas besoin de te surmotiver ou de tout donner sur le terrain pour battre cette équipe de Bruges. Bruges, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont certaines qualités, ils les ont démontrées hier. Avec des joueurs quasiment inconnus. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas, et notamment le petit numéro 10 que j'ai trouvé très très bon. C'est son prénom, c'est Charles de Kettler. Noah Lang. Non, Noah Lang. Noah Lang, voilà, c'est ça. Voilà. C'est 90, Charles de Kettler. Voilà. Ouais, Et les deux Mousse ont été les deux. Ah oui, évidemment. Et en face, donc on attendait évidemment le trio Neymar, Messi, Mbappé. Toute la presse en a parlé. Depuis le tirage au sort, on parlait plus que de ça. Même la veille, si vous lisiez un peu la presse européenne, tout le monde disait c'est la meilleure attaque du monde, etc., etc. Mais encore une fois, il suffit pas d'empiler les joueurs pour faire une équipe. Cette équipe elle a un vrai problème de collectif. Je ne sais pas si c'est exclusivement la faute de Pochettino, parce que je pense que même pour Pochettino, c'est difficile de mettre de l'équilibre dans cette équipe parce qu'il faut soigner les égos, parce que il y a des joueurs qui sont intouchables et on l'a encore vu hier en la personne de Neymar. Moi, j'ai été vraiment choqué par son état physique, par le fait qu'il n'arrive même plus à accélérer, qu'il n'arrive même pas à passer un dribble. Moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour Neymar jusqu'à la fin de saison parce que alors quand il est revenu, j'étais indulgent parce que évidemment, il n'avait pas beaucoup de rythme, etc. Là, aujourd'hui, on est quand même mi-septembre. C'est très inquiétant. Et pareil, après, on reviendra sur la composition et sur toutes les lignes. Mais c'est vrai que le milieu de terrain hier, il a quasiment pas existé. Il y a eu des changements à la mi-temps, mais ça n'a pas évolué plus que ça. Donc voilà, moi je suis vraiment inquiet et même pour le championnat, hein, on va rencontrer des équipes qui sont qui ont leur carte à jouer. Là, on a un gros match contre Lyon dimanche, sans doute avec l'absence d'Mbappé. Enfin, j'espère que c'était pas trop grave et qu'il est sorti juste par précaution. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont très très inquiétantes. Mousse, Sacha, si je peux simplement réagir à ce que tu dis, ce qui est très frappant pour moi chez Neymar, c'était cette volonté hier soir d'avoir le ballon pour montrer qu'il était là, en disant regardez, j'ai le ballon, pour le fait que les gens voient qu'il l'a en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche d'ego
est vraiment égoïste chez lui, en se disant je vais reculer plus bas pour montrer que regardez-moi, j'ai le ballon, quoi. Il y a vraiment ça chez Neymar. Et alors que Messi, par exemple, n'a pas besoin pour se mettre dans son match de faire plus d'une ou deux passes en termes de combinaison, Neymar, on a l'impression qu'il doit réussir des choses extrêmement compliquées pour se mettre dedans. Et il a tout le temps cherché la complication. À chaque fois, il n'y avait aucune démarche de simplicité dans le jeu de Neymar et une démarche de montrer que de toute façon, dans son esprit, il était plus fort que les joueurs de Bruges. Et donc, il allait faire un crochet court, il allait faire un double passement de jambes, il allait régaler l'assistance, il allait se mettre dans son match petit à petit. Mais ça n'est jamais arrivé. On va reparler après de Neymar plus spécifiquement, Sacha. Mais toi, pareil, même question pour Yacine et Mousse. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du match d'hier, la bonne prestation des Brugeois qui ont surpris à leur côté offensif et à jouer bien les coups en attaque? Mais effectivement, c'est vrai qu'en tant que supporter et surtout analyste parisien, je comprends votre analyse sur le Paris Saint-Germain qui n'a vraiment pas été au niveau. Ça se comprend très bien. Par contre, le club de Bruges, la façon dont ils ont pressé à chaque fois les porteurs du ballon parisien, c'était assez impressionnant. On avait des séquences défensives du côté du club de Bruges où le porteur du ballon parisien avait pratiquement 4 adversaires brugeois qui étaient amenés à l'entourer. Il y a eu également des choix tactiques qui ont été payants du côté de Philippe Clément. On peut penser justement au marquage individuel de Stanley Nsoki sur Mbappé, qui d'ailleurs n'a pas terminé le match. Et je pense que Stanley Nsoki avait à cœur de faire à cause de 2 contacts d'ailleurs avec Stanley Nsoki. 2 fois, il a pris un peu une charge par derrière. Bon, qui était il a pas été très solide. mais Stanley Nsoki, hier, il a fait son match. Oui, il a fait son match et puis surtout, il a été correct. Il est resté dans les limites du football. Et on a l'habitude, en tout cas les supporters de l'OGC Nice avaient l'habitude de dire qu'il allait péter un plomb, au moins il faisait une flingue ou 2 dans chaque match. Franchement, c'est pas ce que j'ai vu hier soir. J'ai été assez impressionné. Il est clairement mon coup de cœur de ce match. Je l'ai mis sur Twitter un petit peu plus tôt dans la journée. Vraiment, je trouve qu'il a été dans les duels, dans l'impact, dans le leadership. Justement dans la lucidité, même en fin de match où on sentait que le club de Bruges commençait un petit peu à perdre avec la fatigue évidemment et dans le fil du match et le fil de la rencontre et où on sentait qu'il pouvait craquer. Lui s'est révélé vraiment dans ces derniers instants être un leader pour cet effectif alors qu'il vient à peine d'arriver. Donc c'est assez annonciateur de choses positives. Après oui, on peut revenir aussi sur cette capacité qu'a eu le milieu de terrain brugeois, comme le disait Yacine, à complètement manger le milieu parisien. Alors comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui Hans Van Aken, qui a été très bon certes, mais puisse à un moment donné faire ce qu'il veut avec Danilo? Voilà, ça c'est aussi des questions. Tu sais, Sacha, ça nous surprend pas trop que Van Aken ait bouffé Danilo, tu sais. Il y en a d'autres qui l'ont fait, ouais. Mais en tout cas, il était très intéressant dans ce match. Et puis, il y a des joueurs qui n'ont pas nécessairement je dirais, l'habitude de se mettre en avant. Par exemple, Mats Ritz était la surprise au coup d'envoi dans le milieu de terrain, puisqu'on attendait tous le capitaine Ruud Vormer. Philippe Clément, encore une fois, a surpris et il a eu raison, puisque l'impact, que ce soit au niveau défensif, au niveau offensif, en termes de kilomètres parcourus des milieux de terrain brugeois, si vous regardez les kilomètres parcourus et les courses à haute intensité de Bruges, elles sont nettement supérieures à celles du Paris Saint-Germain. C'est pas étonnant au vu du match d'hier. On reviendra tout à l'heure aussi sur des performances individuelles, Sacha aussi côté Bruges, parce que je l'avais tweeté hier et je t'avais dit je voudrais qu'on parle de Charles De Ketelaere. Je le prononce bien? De Ketelaere. De Ketelaere. En plus, la fin de son nom termine pareil que moi. Capelaire à la fin. J'allais dire, ouais. Ketelaere, c'est pareil. Voilà, presque un homonyme. Donc tu devrais savoir qu'en Belgique, tu ne t'appelles pas Capelaere, tu t'appelles Capelaere. Ouais, mais bon, je ne vais pas souvent en Belgique, malheureusement. Lui, c'est un Lorrain, donc c'est pas pareil, c'est pas la même prononciation. Lui, ça se prononce à l'allemande. Mais je l'inviterai, t'inquiète. Capelaere. Le jeune joueur de 20 ans, donc, qui disputait déjà aussi à 20 ans son 11e match de C1 dès son jeune âge et qui a fait parler toute sa classe et sa technique pour mettre à mal la défense parisienne. Yacine, il y a quand même un débat sur lequel je veux revenir et qui a marqué les observateurs de foot hier. On en a parlé avant le match, c'était le déséquilibre. C'est que Pochettino trouve la bonne formule pour trouver l'équilibre entre ces 3 joueurs de devant et le reste de son équipe. Je rappelle la compo, pour ceux qui nous écoutent. Navas, donc, avait été choisi par Pochettino avec Donnarumma, donc qui retrouve une place de remplaçant après avoir été titulaire contre Clermont. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo pour composer la défense à 4. Paredes, Wijnaldum, Herrera,
je le rappelle, avec la suspension de Idrissa Gueye et la blessure de Marco Verratti. Et puis devant Messi, Mbappé, Neymar, la première du trio, avec la suspension aussi d'Angel Di Maria. C'est vrai qu'on a vu un peu les mêmes problèmes récurrents, Yacine, qu'on voit habituellement, c'est difficulté à défendre sur chaque transition adverse, mauvaise couverture défensive des ailiers, et puis on parlera après de l'attaque, mais en tout cas déjà de ce point de vue-là, l'équilibre, clairement, il n'a pas été trouvé, et Bruges en a bien profité. Ouais, l'équilibre n'a pas été trouvé parce que, alors déjà, tu défends à 7. Voilà, c'est simple. Ouais. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire, ah, t'as pas vu Neymar, il s'est replacé 2 fois. Bon, bref. Sur 90 minutes, tu défends à 7. La deuxième chose, c'est que dans ces 7-là, tu as en plus des joueurs qui sont défaillants. Paredes, son match, il est juste catastrophique. Mais, encore une fois, Paredes, moi, je l'ai défendu parce que, évidemment, tout le monde le sait, moi, j'aime les joueurs de football à la base. Mais à un moment donné, Paredes, dans tous les matchs, et je ne dis pas les gros matchs, dans tous les matchs où il y a eu de l'intensité et de la densité au milieu, il n'existe pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire stop. Voilà, ce n'est pas un joueur de très haut niveau. C'est un très bon joueur, c'est un joueur élégant, c'est tout ce qu'on veut. Peut-être dans une autre organisation. Là, aujourd'hui, quand il y a de la densité et de l'intensité au milieu de terrain, il ne peut rien faire. En plus, hier, alors son contrôle de la semelle sud-américain, là, où il ne regarde pas le ballon, il fait une faute, il a 2 doigts du rouge. C'est insupportable. Ça illustre bien ce que disait Sacha tout à l'heure, le gros pressing des Brugeois, parce que là, c'est clairement une paire de balles et il est obligé de faire faute parce que sinon, derrière, il y a but. Enfin, il y a Ah ouais. un contraint, quoi. Et Comme il se heureusement, regarde jouer. Marquinhos est derrière. Sinon, c'est carte rouge dernièrement. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qui le sauve, justement. Ouais. Cette façon de se regarder jouer, c'est insupportable. Voilà. Ensuite, il y a d'autres problèmes, mais je vais revenir sur un truc que j'avais dit au départ quand on avait parlé du fameux trio. Moi, j'ai dit, déjà, il y a un problème de cohérence. On en avait parlé avant que Messi arrive, parce que quand il y a eu les rumeurs, on disait, ouais, Messi, est-ce qu'il va apporter machin? Déjà, un problème de cohérence. Si tu joues avec Messi, il faut que tu aies le ballon et que tu joues très haut. Si tu joues avec Mbappé, on le sait, il vaut mieux que tu joues un peu plus bas. Donc déjà, il y a un problème d'organisation. Pour qui tu joues? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais dit, pour moi, cette équipe ne pourra exister qu'avec un pressing très haut, un bloc très haut. Parce qu'en fait, tes attaquants ne se replaceront jamais. Donc, si tes attaquants ne se replacent pas, il faut leur permettre de faire le moins de courses possible. Donc, il faut jouer très haut. Et quitte à prendre des contres et des buts, je reviens juste vite fait sur ce qu'a fait City. Voilà, 6-3. En gros, on se dit, de toute façon, on ne réussira pas à être solide. Mais par contre, l'idée, ça va être de se dire, avec ce qu'on a en tant que latéraux et en tant que trio offensif, entre guillemets, voire quatuor quand Di Maria est là, eh ben, allons jouer pour marquer. On prendra des buts, mais le but, voilà, c'est l'objectif, c'est 6-3 comme City. Voilà, on marquera plus de buts que l'adversaire. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un gros mot de dire déséquilibre dans le foot. Mais on peut accepter d'avoir du déséquilibre parce qu'on n'est pas capable de défendre et Paris ne sait pas défendre. Donc, c'est pas un gros mot de dire que tu peux accepter un peu de déséquilibre. Voilà, et surtout là, tu veux mettre en place une stratégie défensive, mais en fait, tu es déjà déséquilibré. Alors, au moins, va te déséquilibrer pour faire quelque chose. Là, tu fais rien. Wijnaldum, c'est pareil. Et on reparlera après, en fait, finalement, du système global. Parce qu'on en avait parlé aussi avec le positionnement. Alors, Mendes qui est rentré, mais surtout d'Hakimi. Comment utiliser au mieux Hakimi? Ben, moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'autre issue que la défense à 3. Eh ben, c'est une très belle transition. Enfin, transition. On en parlera tout à l'heure. On va déjà parler un peu du match et je vous poserai la question, en fait, finalement, dans quel système doit évoluer Paris pour avoir le meilleur équilibre. Mais déjà, restons sur le constat du match. Nous, c'est vrai que voilà, Yacine en a déjà bien parlé, mais c'est le même problème qu'on voit à chaque match. On l'a vu en Ligue 1. Hein. Je ne sais pas, Sacha, si tu as vu quelques matchs du PSG aussi, mais on va bien sûr, oui, bien sûr. Je m'intéresse beaucoup au Paris Saint-Germain, je regarde souvent les matchs. Contre Troyes, contre Clermont, ça avait déjà. Strasbourg. Paris avait déjà pris des vagues aussi mousse, avait du mal à encaisser. Et avec Bruges, qui a une qualité technique un peu supérieure, on l'a vu avec certains joueurs, bah, ça fait que tu es en difficulté, que tu n'arrives pas à gagner le match au final. Et que tu n'es pas loin aussi de le perdre parce que en deuxième période, les occasions sont brugeoises. Voilà, mais après, comme l'ont dit Sacha et Yacine, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Après, sur la composition, le fait de mettre Paredes devant la défense, je pense que de toute façon, Pochettino n'avait pas beaucoup d'options pour faire son 11 hier, étant donné les absents. Entre Verratti, Gueye, Di Maria, en plus, ce sont 3 titulaires, logiquement. Alors, en ce qui concerne Di Maria, on verra cette saison, parce que là, on parlait de déséquilibre. Si en plus tu rajoutes Di Maria,
quoique Di Maria, quand il veut, il court et il défend. Donc, peut-être des 4 offensifs, c'est celui qui va peut-être t'apporter plus de solutions, en tout cas pour gêner les premières relances. Et encore une fois, hein, si tu prends les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, tu constates quand même que les premiers défenseurs, ce sont souvent les attaquants. Tu peux prendre Liverpool, tu peux prendre le Bayern, tu peux prendre Chelsea, tu peux prendre toutes ces équipes. Yacine l'a rappelé, défendre à 7, c'est pas suffisant, même si tu es PSG. Alors, ok, si tu défends à 7 et que les 3 empilent les buts, pas de souci, comme l'a dit Yacine, mais pour ça, il faut jouer dans le camp adverse. Ce qu'a fait le PSG pendant les 15 premières minutes, hein. Honnêtement, parce que j'ai oublié d'en parler au début, mais c'est vrai que les 15 premières minutes, le PSG jouait haut, faisait bien le pressing, récupérait des ballons très hauts, se créer, en tout cas arriver à se rapprocher des cages de Bruges. Mais ensuite, comme d'habitude, tu mets le premier but et ensuite tu te mets directement, enfin tu penses que tu vas pouvoir gérer le reste. Mais là, tu es en Ligue des Champions et c'est juste pas possible. Et le milieu de terrain hier du PSG avec un Wijnaldum que tu ne reconnais plus. Tu as l'impression que c'est son frère, c'est son cousin, voire son oncle. Mais c'est pas Wijnaldum de Liverpool et depuis le début. Alors, on s'est posé la question au début, on s'est dit, bon, il vient d'arriver, il faut des automatismes, etc. Mais là, encore une fois, on est à plus d'un mois de compétition et on n'a toujours pas retrouvé le Wijnaldum de Liverpool. Alors, est-ce que c'est juste une question de positionnement sur le terrain, d'affinité avec les autres joueurs? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est perdu et que surtout, il comprend pas ce que Pochettino attend de lui. Voilà. Et après, on reviendra après sur les cas individuels. Mais c'est vrai que ce milieu de terrain où il te manque Gay, qui est très important, qui a un gros volume de jeu depuis le début de saison et qui est très très bon et qui n'hésite même plus à jouer vers l'avant. Là, tu n'avais pas ça. Je parle même pas de la relation entre la défense et le milieu et l'attaque qui était quasiment inexistant. Il y a beaucoup trop de lacunes dans ce PSG. Et tu parlais de Manchester City tout à l'heure, Yacine. Moi, il y a une image que j'ai vue hier, je crois qu'ils l'ont montré à la mi-temps ou après le match. C'est comment il s'appelle, Guardiola, qui met une soufflante à Mahrez pendant 1 minute sur le bord du terrain, qui est pas content du tout. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur le banc du PSG. Et je sais pas si on reviendra sur les déclarations d'après-match, que ce soit de Herrera et de Pochettino, mais c'est lunaire. C'est complètement lunaire. C'est que les mecs, ils sont complètement déconnectés, quoi. C'est juste pas possible. Juste, Guardiola, il y a Mahrez et Grealish. C'est-à-dire que c'est pas juste pour donner un spectacle avec un joueur. Il le fait 2 fois avec Mahrez, 1 fois avec Grealish. Le mec, il est quand même en train de mener le match. Bah oui. Et les deux, ils prennent comme s'il y avait 2-0 pour Leipzig, quoi. Les amis, moi, il y a 2 choses dans ce que dit Mousse sur lesquelles j'aimerais intervenir. D'abord, je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais sur le but, et lorsque Edouard Sobol déborde sur le côté gauche, il n'y a absolument personne qui court, mais personne. C'est-à-dire que Hakimi marche, derrière les défenseurs centraux le regardent, en se disant de toute façon, quelque part dans leur inconscient, c'est un joueur de Bruges, ça ne va pas être intéressant. Et puis qu'est-ce que ça fait? Au final, ça finit dans les pieds d'Hans Van Aken et ça fait un but partout. Mais dans leur inconscient, il y a aussi, j'ai un peu l'impression, une espèce de négligence ou une trop grosse confiance en eux qui a été justement aussi pour moi une des clés de la performance ou de la contre-performance du Paris Saint-Germain. Et alors sur Wijnaldum, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on oublie souvent que le Wijnaldum très performant de l'époque Jürgen Klopp est un Wijnaldum de système. Ce n'est pas un joueur qui va être, si tu veux, intégré et là Yacine pourra mieux l'expliquer que moi, dans un système où c'est lui qui va être, si tu veux, le pion qui va faire la différence pour permettre au collectif d'aller mieux. C'est un joueur qui rayonne parce que le collectif est bien mis en place. À partir du moment où ton système et ton animation est scabreuse et brouillonne, tu ne peux pas avoir un Wijnaldum au niveau. C'est tout. Oui, parce qu'avec les Pays-Bas, Sacha, c'est pareil, c'est un autre Wijnaldum qui est mieux. On l'a vu partiellement pendant la Coupe d'Europe et puis même les matchs qu'il a pu faire récemment, il est quand même mieux que ce qu'il propose au Paris Saint-Germain. Et on était tous contents d'avoir cette recrue et en plus gratuitement parce qu'il était libre. Mais aujourd'hui, alors hier il est sorti, alors ce qui paraît, il est sorti sur blessure. Je sais pas si ça a été confirmé après, parce qu'à la base, je pense qu'on a tous cru que c'était un choix de Pochettino. Après, on va en parler juste après. Ça marche. Vas-y. Dessus.
justement sur ces changements et ce qu'a dit Pochettino. Sacha, tu voulais terminer sur Wijnaldum ou sur quelque chose que tu avais marqué hier on parlait de la transition défensive, etc., le fait qu'ils s'étaient fait prendre dans leur dos, les Parisiens? Oui, je trouvais ça assez intéressant de voir à quel point comme je disais, les Parisiens ont fait preuve de négligence vis-à-vis des Brugeois. C'est à même se demander s'il y a eu vraiment des consignes tactiques inhérentes aux adversaires individuellement. C'est-à-dire que est-ce que Pochettino, dans sa causerie d'avant-match, a fait, je dirais, une disposition sur l'animation globale par rapport à une équipe qu'il a vue, ou alors il a vraiment fait des spécificités par rapport à certains joueurs? Parce que si c'est une spécificité par rapport à certains joueurs, ça veut dire qu'eux-mêmes sont passés complètement à côté de leur match et c'est la responsabilité des joueurs, ou alors Pochettino n'a tout simplement pas pris le temps voilà, je te vois aussi un petit peu, il n'a pas pris le temps de parler des joueurs en tant que tel et de leur qualité, et ça c'est plus grave. Depuis que Pochettino est arrivé, ça fait je sais pas combien de matchs qu'on dit Pochettino, il faut lui laisser du temps, mais bon, c'est bon, là, au bout d'un moment, il a eu tous les joueurs à sa disposition, un peu éparpillés, jamais peut-être son 11 type, mais bon, à chaque fois, on dit peut-être que c'est les joueurs qui vont pas respecter les consignes. Moi, je pense. Alors, dans ce cas-là, partons de ce principe-là, selon moi, ils n'ont pas été assez préparés. Ils ne se sont pas assez bien préparés à cette rencontre. Après, à sa décharge, Sacha, c'est vrai qu'avec le retour tardif des Sud-Américains, par exemple, pour les matchs internationaux, c'est vrai qu'il a eu peu de temps pour préparer ce match. Mais ça n'excuse pas, évidemment que ça n'excuse pas tout, parce que même si tu n'as pas tes joueurs à disposition, tu peux quand même étudier cette équipe de Bruges. Tu nous as rappelé qu'ils avaient pris un 6-1 juste avant la trêve internationale. Ouais. Alors peut-être que lui, il est resté là-dessus en se disant, bon, Bruges, c'est une équipe moyenne, et puis j'ai pas tant besoin de travailler la partie tactique, faire des séances vidéo sur Bruges. Mais c'est vrai qu'il a pas eu son groupe à disposition pour bien préparer ce match. Mais c'est évidemment pas une excuse. Donc tu acceptes ce que je dis à demi-mot, quoi. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Il y a beaucoup, Mousse, je sais que c'est pas une excuse, hein, tu l'as rappelé, mais il y a quand même beaucoup de coachs aussi qui ont été privés de leurs joueurs et ça les a pas empêchés de gagner le week-end dans le championnat et de faire des bonnes prestations hier aussi. Donc beaucoup de clubs ont été impactés par ces retours tardifs des internationaux, notamment sud-américains. C'est vrai, et en plus, juste pour terminer, le début de saison du PSG, on est sur la continuité en gros. On gagne des matchs, on est premier en Ligue 1, c'est vrai, mais dans le contenu, ça n'a jamais été fabuleux et on a toujours quand même émis certains doutes sur les capacités de cette équipe. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, on est à demi surpris, on va dire, sur le contenu. Yacine, parlons de Pochettino. On en évoquait tout à l'heure rapidement, mais là on va revenir dessus. On a vu un fait assez rare hier, et tu le soulignes souvent d'ailleurs, Yacine, pendant les débriefs. On a vu des rectifications tactiques et des changements dès la pause par l'entraîneur argentin. C'est pas souvent, c'est pour ça qu'on va le souligner. Parce qu'il a noté, je vais vous donner sa déclaration, pourquoi il a fait ces changements. Et donc, dès la 39e minute, d'ailleurs, Draxler, Danilo Pereira et Icardi étaient déjà partis s'échauffer. Et puis donc, Draxler et Danilo sont rentrés en jeu à la reprise, en lieu et place de Wijnaldum et Leandro Paredes. Et puis Icardi est rentré après sur la blessure de Kylian Mbappé. Et il a expliqué pourquoi le coach parisien, et je te lance dessus après, sur ses choix assumés, mais donc pas payants en vue du match. Paredes avait pris un jaune sur une action très dangereuse et il y avait le risque qu'il se fasse expulser. Donc, ce serait la raison des sorties de Paredes. Et Jorginho a des pépins à la cheville, t'en parlais tout à l'heure, Mousse. Depuis son départ en sélection, ça ne lui a pas permis d'être au niveau auquel nous pensions qu'il pourrait être ce soir. Et puis pour les rentrées de Draxler et Danilo, on voulait avoir plus d'énergie et de dynamisme dans ce secteur, plus de jeu aussi avec Julian, qui est capable de bien sortir les ballons. Je crois que nous avons bien réussi, puisque nous avons eu quelques occasions, malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer. Bon, ça, à la fin, je l'occulte comme d'habitude, c'est du Mauricio Pochettino. Mais Yacine, sur ces changements tactiques, il a réagi, en tout cas Pochettino, mais comme on le dit tout à l'heure, et Sacha le rappelait, avec une tactique pas préparée, des joueurs qui rentrent dans ce collectif-là ne peuvent pas apporter grand-chose. Ouais, parce que je pense qu'encore une fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Voilà, le problème, et je pense que ça rejoint en fait Wijnaldum, sans le dédouaner, parce que quand il a le ballon, de toute façon, il n'est pas bon. C'est-à-dire que même ses prises de balle, elles sont brouillonnes, le ballon il reste dans les pieds, etc. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire, et Sacha avait commencé à le dire. En fait, le truc, c'est qu'à Liverpool, par exemple, le système, il est cohérent et carré. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que Mané, Salah, ils jouent sur les côtés, ils rentrent quand il faut, il y a les latéraux qui dédoublent, etc. Tout est positionné, machin. Il y a l'intensité au milieu, il y a Anderson qui compense, etc. Voilà.
Là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on dit les trois de devant, vous faites ce que vous voulez. Parce que si vous avez bien regardé, au départ, il y a Mbappé dans l'axe, Messi à droite, Neymar à gauche. Très vite, puisque d'ailleurs, dès la 15e minute, Mbappé est à gauche. C'est donc Neymar qui vient à l'intérieur. À un moment donné, on regarde, c'est Messi qui vient à l'intérieur. Encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec les permutations tant que c'est quelque chose de préparé. Voilà, si on se dit à un moment donné, quand Messi est là, on a ça comme jeu. Quand c'est Mbappé, il faut faire ça. Quand c'est Neymar, il faut faire ça parce que chacun a ses spécificités. Donc, tu ne joues pas pareil quand c'est Messi, Neymar ou Mbappé dans l'axe. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de préparé. Et en fait, Wijnaldum, il paye ça parce que lui, c'est, entre guillemets, celui qui doit être le plus offensif des trois milieux. Donc, il doit venir se situer là où il y a de l'espace. Mais en fait, cet espace, il n'existe pas puisque rien n'est préparé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient parfois plus haut, mais on ne le calcule pas. Défensivement, il vient des fois comme un milieu gauche parce qu'il faut compenser le fait que Neymar ne défende pas. Mais en fait, c'est pas possible. Donc, il n'est pas bon. Voilà, ça c'est clair, il n'est pas bon de toute façon avec le ballon. Mais tactiquement, on ne le met même pas en condition d'être bon. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'entrée de Draxler. C'est pareil, c'est-à-dire que Draxler, moi, je l'ai vu souvent aller côté gauche. Mais en fait, à un moment donné, Paris, il joue en quoi? Il joue en 4-4-2, il joue en 4-3-3, il joue en 4-2-3, je sais pas, moi. On savait pas comment il jouait avec la rentrée de Draxler et Danilo. Donc, je termine. Et ce que j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai dit aussi dans d'autres émissions sur l'équipe de France et tout. À un moment donné, si tu n'as pas le temps de préparer, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les joueurs que tu considères, toi, comme ton 11, et tu essayes de les mettre dans les meilleures dispositions. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, Diallo va t'apporter en tant que latéral? Non. Est-ce qu'il vaut mieux tenter un Nuno Mendes qui n'a peut-être pas le temps, mais qui va jouer 60 minutes? Moi, je dis oui. Est-ce qu'à un moment donné, Kerrer, qui fait plutôt un bon début de saison, est-ce qu'il ne faut pas le mettre, alors soit à la place de Kimpembe, soit dans une défense à 3? Pour utiliser Hakimi au mieux, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une défense à 3? Est-ce que, voilà, et ainsi de suite. Et après, tu fais ton système et tu dis, voilà les gars, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps pour préparer plein de choses. Donc aujourd'hui, voilà toi ton rôle, voilà toi ton rôle, voilà toi ton rôle. Faites déjà votre rôle, basiquement. On ne va pas faire dans le dépassement de fonction. Faites déjà ce que vous avez à faire. Voilà comment on défend, voilà comment on se replace, voilà les positions de chacun. Mais là, moi, je n'ai pas l'impression de ça. Moi, j'ai l'impression de Wijnaldum, il faut le mettre. Paredes, il faut le mettre. Bon, alors, avec les absents, etc., il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, moi, qu'on ne m'explique pas quand même l'effectif du PSG, on l'a vanté ici en disant il y a 30 joueurs, il y a 25 internationaux. Donc aujourd'hui, il y avait quand même 16, 17 internationaux. Moi, Yacine, j'avais juste une question, Vas-y, mais qui est typiquement tactique auquel toi tu peux répondre. Il y a des appels, effectivement, qu'ont fait les joueurs du Paris Saint-Germain pour avoir le ballon dans les pieds. Mais est-ce que le problème, c'est pas non plus qu'il n'y a pas d'appel pour justement aller chercher la profondeur et dans les intervalles? Moi, j'ai vu très peu de mouvements pour aller justement chercher entre les défenseurs, entre les milieux de terrain, ce ballon, et puis justement faire autre chose que des combinaisons jeu court, en fait. Bah oui, parce que d'ailleurs, le but, il vient comment? C'est Mbappé qui demande dans la profondeur, Diallo qui lui met. Alors le latéral, il est un peu mal placé. C'est pour ça que le ballon arrive sur Mbappé, parce que le ballon, il n'est pas parfait. Mbappé ralentit un peu sa course. Mais une fois qu'il a le ballon dans les pieds, qu'il a fait reculer la défense, il fait la différence individuellement. Et effectivement, en fait, ça manque de mouvement. Mais je pense que la première chose, il y a deux éléments essentiels. Je termine là-dessus. Le ballon dans les pieds, ça ralentit le jeu. Et tout le monde veut le ballon dans les pieds. Et la deuxième chose, c'est que même si tu jouais dans les pieds, ce qui est déjà un premier problème, il n'y a aucune intensité dans les passes. Rappelez-vous, j'ai fait plusieurs minutes coach sur le début de saison et j'ai dit, Paris ne s'est pas déplacé un bloc. Voilà. Et en fait, on l'a encore vu là. C'est-à-dire que les passes, elles sont tellement données mollement, sans intensité, sans envie d'aller faire mal, que tu donnes dans les pieds. Et Neymar, il se met en 1 contre 1 et à un moment donné, il est bloqué. Donc, il redonne derrière au joueur le plus près, donc Wijnaldum par exemple. Et puis, on redonne à Herrera tout doucement. Et puis, on redonne de l'autre côté. Et le bloc de l'autre côté, il coulisse tranquillement parce qu'il y a zéro intensité. On ne saute pas de passe pour aller plus vite. On ne met pas de vitesse dans la passe et dans l'appel. C'est-à-dire que le joueur qui donne le ballon, regardez bien, à part peut-être Hakimi sur certaines séquences, le joueur qui donne le ballon, il ne redemande jamais. En gros, j'ai fait ce que j'avais à faire, je donne le ballon, vas-y, débrouille-toi, on verra où ça va aller. D'ailleurs, il y a une séquence, et je vais lancer Mousse dessus, à un moment, il y a une séquence en deuxième période, où ils nous ont, enfin, quelqu'un qui suit le podcast nous a identifié pour qu'on voit la scène, où il y a, je crois que c'est Messi qui a le ballon, et il y a
à peu près 7 joueurs derrière lui, dont Julian Draxler qui devait apporter, etc., un peu dans les transitions. Et en fait, Messi, il a personne devant lui. Il a juste 2 rideaux belges devant lui, deux rideaux bleus et noirs. Et il n'y a aucune solution en fait vers l'avant, alors que Paris fait un partout, quoi, ne gagne pas 3-0 et doit gérer son match, quoi. Et là, c'est vraiment pour lui dire vas-y, fais tout seul, quoi. Ouais. Non, mais c'était. Attends, juste, parce que j'ai vu Bayern-Barça, et la différence, et j'en ai parlé au Club des 5 justement, le Bayern, il y a toujours, alors, 5 joueurs devant le ballon, mais parfois 7 joueurs devant le ballon. Mais c'est pas, la différence, elle est trop énorme. Et c'est des choses qu'on voit jamais, Mousse. 7 joueurs devant le ballon à Paris, c'est vrai, contrairement au Bayern, tu as toujours des déplacements, des propositions, des dédoublements. Bah, chez nous, peanuts, quoi. Non, mais moi, je pense que Pochettino, il est bridé, en fait. Moi, je reste persuadé, j'ai toujours dit que pour moi, c'est un bon coach. Preuve en est, faut voir ce qu'il a fait du club de Tottenham. Il a réussi à l'intégrer au Big Five, Big Four, comme vous voulez, ces dernières années, avant qu'il ne quitte le club. Et moi, je pense tout simplement qu'il est bridé, qu'il peut pas mettre ses idées en place. Et encore une fois, on reparlait de l'exemple entre Mahrez, Grealish et Guardiola. Pochettino, il sait très bien que ça, il peut pas le faire. D'ailleurs, honnêtement, là, on parle de Messi, mais bon, hier, Messi, tu vois, malgré tout, il marche sur le terrain, c'est vrai, mais bon, il lâche le ballon plus vite, il a quand même quelques occasions, il arrive quand même à faire certaines choses. Voilà. Et pourtant, tu vois, il n'est pas encore vraiment acclimaté ni à ce championnat, ni à cette équipe. Mais voilà, tu peux quand même voir certaines choses positives dans le jeu de Messi. Pas énormément, mais hier, tu vois, s'il met son petit enroulé, ça peut peut-être changer un peu les choses. Je reviens un peu sur le cas Neymar. Si offensivement, tu devais changer quelque chose hier, il me semble que pour moi, c'était Neymar. Avant la blessure d'Mbappé, hein, c'était Neymar qu'il fallait sortir. Or, je pense, et ça, c'est le problème de tous les coachs qu'on a eu au Paris Saint-Germain, que ce soit Unai Emery, Tuchel et aujourd'hui Pochettino, ils n'ont pas les moyens si tu veux, de mettre en place ce que eux ont envie. Là, tu parlais de la défense à 3. Moi, je pense que l'arrivée de Ramos, peut-être, ça a germé dans son idée de se dire, OK, on va faire une défense à 3 pour pouvoir exploiter au mieux le jeu sur les côtés, et notamment avec Hakimi et aujourd'hui Nuno Mendes, qui hier, en 10 minutes, 15 minutes, a montré quand même de quoi espérer pour l'avenir. Je pense que Diallo, on le reverra plus parce que au vu du match de Diallo hier, même si c'est pas son poste et qu'il dépanne, c'est très bien, mais c'est beaucoup trop limité. Et ce qu'a montré Nuno Mendes sur une accélération hier, bon, on s'est tous dit, bon, on a un petit peu d'espoir. Ça y va, hein. Et tu vois, bien sûr, tu parlais de Kerrer tout à l'heure, Yacine. Moi, je pense que Pochettino, il veut pas mettre Kerrer parce qu'il a peur et il se dit que c'est pas, tu vois, en termes de sécurité, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il attend. C'est rassurant. Non, mais je dis pas. Alors, Kimpembe, tu vois, on l'a dit depuis le début. Il est dans la continuité de son Euro. Il est pas bien. Ça se voit. On l'a encore vu hier. C'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Et puis quand il a accompagné Marquinhos, ça va un peu mieux. Mais quand il est en charnière avec Kerrer était meilleur. Donc tu vois, il est vraiment pas bien. Ça c'est sûr. Moi je me dis que sur cette défense à 3, il attend que Ramos soit rétabli parce que pour lui c'est un gage de sécurité. Et après peut-être qu'il pourra exploiter mieux les côtés avec un Nuno Mendes et avec un Hakimi qui vont jouer un peu plus haut dans un vrai rôle de piston. Mais c'est vrai que dans le 4-3-3 avec les joueurs qu'on avait hier, c'est juste pas possible. Vous avez rappelé le milieu de terrain il y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, il faut vraiment changer l'état d'esprit, travailler un peu plus, parce que tu as l'impression que même physiquement, tu as l'impression qu'ils sont pas opérationnels, quoi. Tu l'as dit, ils marchaient un petit peu, les passes elles sont molles, il n'y a pas d'intensité, les circuits de passe, bon déjà il y en a pas, les transitions rapides ça n'existe pas. T'as l'impression que les mecs au milieu de terrain un peu technique, Neymar, il va essayer de se débrouiller pour passer la défense en revue et tout faire tout seul, ou essayer de trouver Mbappé sur une accélération. Mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas de jeu collectif dans cette équipe. Avant qu'on passe au trio de devant, Sacha, je voulais te poser la question. Ça nous intéresse d'avoir ton regard dessus parce que Mousse en parlait. On en a déjà parlé pendant plusieurs podcasts. Est-ce qu'en fait l'équipe du PSG actuelle avec ses stars est inentraînable? Est-ce que ça se dit? Oui, inentraînable. Est-ce qu'elle est ingérable, on va dire, tactiquement? Je ne parle pas ingérable pour les égos, parce que ce n'est pas des joueurs bêtes. Mais est-ce que c'est difficile de mettre… En fait, c'est impossible de mettre en place, à l'image de Thomas Tuchel,
qu'on l'a vu, même s'il a fait 6 premiers très bons mois, après n'a pas pu mettre en place ce qu'il voulait. Et là, on le voit à Chelsea, ça marche très très bien parce qu'il y a peut-être des joueurs avec des moins forts égaux, mais qui s'adaptent plus dans son système, ce qu'il veut mettre en place. Est-ce qu'en fait, pour Pochettino, parce que Pochettino va avoir le même problème et ça va finir sur pareil avec Tourelle? Je pense qu'il faut d'abord reprendre par la base. La base, c'est qu'un entraîneur doit posséder des leaders qui doivent lui permettre à d'autres joueurs qui doivent assumer aussi le rôle de porteur d'eau, de bon équipier, pour ensuite pouvoir créer une espèce de synergie collective. Ça, c'est la première chose. Pour moi, ça, c'est la base de toute équipe performante. Et dans l'histoire du football, si vous reprenez, il y a toujours eu des équipiers qui ont accepté ce rôle et il y a toujours eu des leaders qui ont porté l'équipe. Ici, il y a trop de leaders. Il y a trop d'ego. Il y a trop de joueurs qui ont leur personnalité, qui souhaitent montrer par eux-mêmes ce dont ils sont capables et ce qu'ils peuvent justement mettre en avant sur le terrain en termes de qualité, en termes de personnalité, voilà, en termes d'ego aussi. Et donc, le seul problème, c'est que le manager, justement, c'est un manager, ce n'est pas un coach. Je pense que Pochettino, dans une équipe qui est plus petite, est très intéressant parce que lui, justement, il n'y a pas en fait cette notion d'ego dans les plus petites équipes. Quand il a repris Tottenham, ce n'était pas une équipe avec énormément de stars. Et donc forcément, il a pu modeler des joueurs. Et ça, c'est là où il est très fort, Pochettino. Quand il peut, si tu veux, façonner les joueurs selon ses idées. Le seul problème, c'est que les joueurs qu'il a sur le terrain ou avec le Paris Saint-Germain sont déjà façonnés, ont déjà leur histoire, ont déjà leur personnalité et leur ego. Donc aujourd'hui, c'est impossible pour Pochettino de pouvoir faire ce qu'il a dans sa tête avec ces joueurs-là. Il fait de l'adaptabilité par rapport à ses individualités. C'est uniquement ce qui arrive. Et donc forcément, ce qu'il fait, c'est de la gestion humaine, c'est de la communication et c'est, je dirais, aussi de la gestion d'ego. Mais il ne peut pas faire plus parce qu'en fait, la structure est quelque part le Paris Saint-Germain tel qu'il est établi et tel qu'il est aujourd'hui, il est ingouvernable. Et c'est impossible en fait d'avoir un projet de jeu avec autant de stars comme ça. C'est pas possible. Il n'y a qu'à FIFA que ça arrive, mais dans le monde réel, ça n'existe pas. Mais il paraît qu'hier, Antonio Conte, qui est consultant, je crois, sur la Sky, a dit ça. On lui a posé la question de savoir si c'était facile de trouver un équilibre dans cette équipe. Et il a dit non, mais c'est pas la faute de Pochettino parce que je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui serait capable de trouver un équilibre avec cet effectif-là. Si Antonio Conte dit ça, bon, voilà. Bien sûr. Et tu dois demander des sacrifices à des joueurs. Tu dois leur demander de faire du travail en amont. Tu dois leur demander du travail sale, pas du travail propre. Voilà. Et qui va engager parmi Neymar, Messi, Mbappé du travail sale pour revenir? Moi, je pense que personne ne va le faire durant la saison. Marquinhos, avant la rencontre, a dit s'il faut remonter les bretelles, je le ferai. Si je me rends compte que les mecs devant font pas le taf, j'irai leur parler, etc. Mais il a vous l'avez vu hier Ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Ah ouais. Ben, c'est le capitaine pourtant. Donc voilà, c'est aussi. Ouais. Moi, j'adore Marquinhos. Et hier, il a plutôt pour moi sauvé un peu la baraque parce qu'il est toujours sérieux, il est toujours motivé. Mais le problème, c'est que ce soit l'entraîneur ou ton capitaine, tu peux pas parler à ces joueurs. Et encore, je mets même pas Mbappé parce que Mbappé, il a fait ce qu'il a pu. C'est lui qui amène le but avec son accélération et son centre. Donc, mais moi, encore une fois, Neymar, je comprends même pas comment tu le sors pas avec dans l'état physique dans lequel il est, le peu de choses qu'il t'apporte. En fait, il t'apporte plus de danger qu'autre chose. Et en plus, avec sa frustration, tu vois, il aurait pu encore péter un câble face à Nsoki en fin de match. Parce qu'en fait, le mec n'a jamais pu passer ni un dribble, ni une passe correcte. Et il s'est fait complètement manger parce qu'il est physiquement pas prêt. Et aujourd'hui, il doit pas être sur le terrain pour moi. Petite stat intéressante, Hugo, simplement pour terminer. Il y a eu combien de passes entre Lionel Messi et Mbappé hier? Il y en a eu 2, je crois, 2 ou 3. Il y en a eu 2. Voilà. Il y en a eu 2. C'est impressionnant. C'est impressionnant de tristesse. À partir du moment où Mbappé est sorti blessé, comme par hasard, on a vu plus de mouvements devant du côté du Paris Saint-Germain. Il y a trop d'ego. Justement, vous avez commencé à l'évoquer, Sacha et Mousse, et je vais me tourner vers Yacine parce qu'on va enfin parler du trio Mbappé, Messi, Neymar qui est aligné donc pour la première fois ensemble
titulaire. Toute l'Europe du football attendait ça. Ça me fait penser, Moussa, quand tu as dit tout le monde nous les envie, à la une de l'équipe avant l'Euro, où il y avait Griezmann, Mbappé et Benzema, dit tout le monde nous les envie. En attendant, pour l'instant, ça fonctionne pas. Ouais, c'est sur le premier match, j'exagère un peu exprès. Mais... Donc Yacine, ils ont joué 50 minutes ensemble avant la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Sur le plan comptable, on va dire, seul Mbappé a pesé sur le résultat avec une très belle passe décisive à destination d'Herrera, parce que c'est quand même lui qui fait tout le travail, l'élimination en 1 contre 1, puis la petite passe en retrait. Et pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce qu'on a vu quoi allez, voilà, 2 passes entre Mbappé et Messi, une barre transversale de Messi sur un service de Neymar en fin de première période, et un numéro de soliste de la Pulga dans la surface en fin de match, avant que son tir ne soit stoppé par Simon Mignolet. C'est quand même très peu pour une première, Yacine, t'es d'accord, on est déçus. Bon, on est très déçus, mais alors, déjà, je précise une chose, tout le monde ne les envie pas. Je pense que tout le monde les attendait pour défoncer le PSG. C'est pas pareil. Non, mais je te le dis, parce qu'en vérité, tout le monde sait qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne, entre guillemets, parfaitement, comme par exemple Messi, Suarez, Neymar à l'époque, comme Firmino, Mané, Salah, quand ils ont gagné la Ligue des Champions. En fait, tout le monde sait que ça ne va pas fonctionner comme ça. Après, derrière, comme Ronaldo, Figo et Zidane. Ouais. Comme Ronaldo, Bale, Benzema. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, pour revenir sur le trio, le problème, c'est qu'il y a malgré tout, et c'est là que tu vois qu'un match, il peut aussi basculer sur presque rien. Quand Paris mène 1-0, il y a ce très bon ballon de Messi à Mbappé, et Mbappé qui tente sa chance alors que Neymar est seul devant le but. Ça peut faire 2-0 à ce moment-là. Sur 2 actions, encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, travaillé. C'est un appel, Messi qui donne le ballon parfait, voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que tu peux aussi te dire, à ce moment-là, ça peut faire 2-0. Effectivement, 2-0 dans la tête des Belges, c'est peut-être pas le même match. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Et ce qu'on a vu, mais je sais que les gens qui nous suivent ils vont dire, ah, encore Yacine, il va dire, ouais, j'avais dit. Je vous avais dit, attention qu'Mbappé ne soit pas le Cavani de Neymar et Messi. Et ben, vous regarderez certaines séquences. Je vais essayer de les montrer dans la minute coach, mais je ne vais pas pouvoir tout montrer, sinon il va falloir que je refasse le match en entier. Mais il y a des moments où Neymar a le ballon et dans son contrôle, il ne cherche que Messi. Et d'ailleurs, c'est tellement exagéré qu'il y a des passes. Alors, je vais prendre un terme de coach, parce que c'est ce qu'on explique aux gamins. Pas de passe à plat. Ce qu'on appelle la passe à plat, c'est la fameuse passe tout droit, comme ça, en plein milieu du terrain. Mais il y a au moins 4 passes de Neymar où Messi il est à 25 mètres et Neymar il cherche Messi directement comme ça. Et le ballon il est intercepté. Et d'ailleurs, en fin de match, il y en a une où il y a un contre. Et heureusement que Lang et De Ketelaere ont plus de jambes. Parce que sinon, c'est un contre qui peut faire très très mal. Ah, la dernière c'est quand seconde, Lang, quand Lang revient, il avait complètement à il fait côté. 40 mètres de course. Ouais, Voilà. je me rappelle. Oui, effectivement. S'il a encore ce brin de lucidité pour mettre la balle dans la profondeur à De Ketelaere, au lieu de rentrer dans le jeu et de frapper et complètement dévisser, ça peut être une très belle occasion. Exactement. Et cette action-là, elle part sur une passe à l'intérieur, encore une fois. Mais c'est des passes qu'on interdit aux U11. Et les mecs font des passes de U11. Parce qu'ils veulent jouer ensemble. Non, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et moi, je vais terminer sur Pochettino juste par rapport au trio. Je comprends l'histoire il doit les aligner. Et évidemment qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Maintenant, je pense que, et je suis obligé de parler d'argent, je suis désolé, quand on te donne 9 millions d'euros par an pour entraîner une équipe, moi, je suis désolé, il n'y a personne qui va me dire tu ne sors pas Neymar. Je vais m'embrouiller avec Neymar. Et si à un moment donné, le club n'accepte pas ma décision alors que Neymar est catastrophique, qu'il ne peut plus courir, qu'il n'est pas prêt physiquement, eh ben, 2 fois 9 millions, il me reste 2 ans de contrat, vous me donnez 18 millions et je vais m'entraîner ailleurs. Non, mais à un moment donné, c'est comme ça. Tu perds pas le nord, Yacine, quand même. Hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si tu me donnes 9 millions, c'est que tu considères que je suis l'homme qui doit permettre au club d'avoir des résultats. Si ces résultats passent par des décisions à certains moments qui vont faire mal. Mais moi, je les prends. Et parce que Yacine. Ça, vous allez réagir dessus, mais Neymar, hier, sa condition physique, c'est scandaleux. Il y a une première accélération, je crois. Il essaye de déborder Mata, il me semble. Je ne sais plus si c'est Mata ou. Mata. Mais qui est un latéral, si je peux me permettre, extrêmement rapide. Hein. Et Mata fait parler sa puissance, il a plus de coffre et il le rattrape. Et Neymar n'arrive même pas à le passer sur ce qui fait quand même sa force, normalement, les premiers appuis et le dribble. Et on le voit, on était quand même le 15 septembre hier. La Copa América, c'est fini depuis le 11 juillet.
par exemple, on voit d'autres joueurs qui sont revenus, Yacine, Mousse et Sacha, Casemiro par exemple, lui qui est voilà, en pleine possession de ses moyens, il y a un vrai décalage dans la préparation de sa nouvelle saison par rapport aux autres Brésiliens. On a prolongé Neymar, de 4 ans, 5 ans, je sais plus. 2026. 2026, donc 5 années, en sachant qu'il a joué à chaque fois des demi-saisons, d'accord, avec un salaire énorme. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, maintenant, honnêtement, Mbappé, dans sa tête, vous pensez vraiment que, et c'est pas une question d'argent, hein, c'est aussi une question de jeu, tu vois, c'est pas une question de, il a le meilleur salaire que moi, mais Mbappé, ces derniers temps, c'est lui qui sauve quasiment tout le temps le PSG. Tu vois, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe, il porte cette équipe, Mbappé. Aujourd'hui, il refuse de prolonger. Mais honnêtement, tes joueurs de son âge, t'as un potentiel de dingue. Tu vois, et tu vois que dans cette équipe, il n'y a rien qui se crée. Il n'y a rien. Et en plus, tu as 2 mecs au-dessus de toi qui touchent beaucoup plus que toi, à qui on demande rien, à qui on laisse tout passer. Je parle surtout de Neymar, parce que Messi vient d'arriver. Mais en tout cas, sur Neymar, c'est ça. Et donc, vous pensez que lui, il a envie de continuer déjà en Ligue 1 avec une équipe où il y a un mec à qui on passe tout. Tu vois, il sort jamais, il est là sur le terrain, alors qu'on sait très bien, enfin, je veux dire, il n'est pas aveugle, Pochettino. Il voit bien que Neymar, il est hors de forme, il n'est pas prêt, il est dégueulasse, comme dirait Yacine. Je suis obligé de la placer, celle-là. Voilà, donc on se met à la place d'un mec comme Mbappé qui a une ambition de dingue, et être ambitieux, c'est pas un gros mot, c'est plutôt bien. Le mec, c'est normal qu'il ne veuille pas prolonger et qu'il a envie peut-être de s'inscrire dans une équipe qui est beaucoup plus collective et qui lui permettra à lui d'atteindre ses objectifs personnels. Parce que dans cette équipe-là, moi, je pense qu'Mbappé, il ne peut pas atteindre ses objectifs comme le Ballon d'Or, etc. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Sacha, tu voulais parler sur le trio avant que je redonne simplement, effectivement, je pense que Mbappé déjà j'en parlais avec Nicolas Anelka hier. Dès qu'Mbappé sort, la première chose qu'il dit, c'est dans la tête. En fait, il n'est pas blessé. Il y a quelque chose chez les attaquants. Les attaquants savent pourquoi ils sortent à ce moment-là. Il n'est pas dans son match. Il est blessé une première fois, j'ai mal un petit peu, et puis deuxième fois, non, en fait, ça va vraiment pas. En fait, s'il est vraiment dans son match, même s'il a pris un coup, il reste, je te promets. Et deuxième chose, à un moment donné, Neymar est absolument ingérable. Et qui va dire quoi que ce soit à Neymar? On dirait on dirait qu'on est reparti à l'époque où Thiago Silva envoyait directement des messages à Nasser El Khelaifi il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça n'allait pas, on passait pas directement par le coach, on appelait directement le président. Neymar, il a des privilèges qui font qu'aujourd'hui, ce club aussi, ça fait partie des problèmes, est aussi ingouvernable. Voilà. C'est vrai. Merci Sacha, parce que je pense. On dirait pas un peu un abandon de Mbappé hier, de dire vraiment. Parce qu'il était gavé, Hugo. Il était gavé parce que c'est pas ce qu'il attend. Encore une fois, c'est pas ce qu'il attend. Et ce qu'a souligné tout à l'heure, je sais plus, c'est Sacha Yacine sur le fait que Neymar forçait ses passes envers Messi, etc. Et que tu as mis un petit peu de côté Mbappé. Ça, forcément, lui, ça va être le premier à le ressentir, je pense. Et encore une fois, dans ces conditions-là, il faut pas s'étonner que le gars ne veuille pas prolonger. Parce qu'il sait que lui, cette équipe, elle a pas été montée dans un projet sportif, dans une cohérence sportive, mais plus pour se dire, on a Messi, on a Neymar, on a une attaque qui claque, on va faire parler d'eux dans le monde entier, on va vendre plein de maillots, etc., etc. Lui, il veut gagner des titres, lui, il a des ambitions personnelles, et je pense que, sincèrement, dans sa tête, il se dit qu'avec le PSG, c'est impossible. Yacine. Je veux juste dire, c'est intéressant ce que dit Sacha, parce que l'avantage, c'est qu'il a échangé avec Anelka et il le dit. Parce que si moi, j'avais dit ça, parce que je voulais le dire, et en fait, le truc, c'est qu'on m'aurait dit, vas-y, c'est parti, Mbappé, allez, Yacine, il tape sur Mbappé. Mais l'attitude, vous savez, un joueur, franchement, qui joue sans douleur, il y en a très peu. Les joueurs, ils ont toujours un petit problème à la cuisse. Mais pour de vrai, je ne parle pas cinéma. Un petit problème à la cheville, un coup que tu as reçu au genou, au pied, on t'a marché sur le pied, tu joues avec tes pieds, donc c'est compliqué. Voilà. Et en fait, les joueurs, ils jouent toujours avec un problème. Quand tu sors aussi vite, le mec, il se fait marcher dessus, il lève, il dit, je sors, mais évidemment que ça traduit autre chose. C'est pas que la douleur. Sinon, il aurait au moins fait 5 minutes en se disant, bon, voir si ça va. Bon, effectivement, ça va pas. Là, tout de suite, il s'arrête, il tombe et il dit, changement. Ou alors, il a vraiment une fracture.
Et là, à ce moment-là, Mais si tu as une fracture, tu ne sors pas comme il sort et tu en ne commences plus, pas à ouais. parler avec l'intendant comme il l'a fait pendant tout le reste du match. Non, puis il va directement sur le banc. Hein. Il va pas au vestiaire, Ouais. etc. Ah non, il va sur le banc et il tape ouais, la causette pendant 30 minutes avec l'intendant. mais Hein. mais en vérité, c'est même pas une critique envers Mbappé. C'est pas. Alors, si c'est vraiment ça, évidemment, c'est un peu problématique. Mais encore une fois, lui, il était sur le terrain. Lui, il a vu certaines choses. Et moi, je pense que tout simplement, il était gavé, quoi. Tout simplement. Yacine, tu voulais prolonger ou après, si vous voulez, on peut parler quand même de Messi un peu parce que Messi, bon, on va parler quand même de sa première titularisation, pardon, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ça a été, je reprends ton terme, Yacine, le moins dégueulasse des trois. Mbappé évidemment a été, non, Mbappé, je dis ça, il a été bon aussi Mbappé parce que c'est lui qui permet l'ouverture du score, c'est lui qui fait ce gros travail. Mais Messi, on a fait ce qu'on a vu du Messi, c'est-à-dire sur les prises d'appui, etc. Il a essayé de débloquer la situation de temps en temps. Il a essayé de chercher ses partenaires. Il fait une super transversale, sa frappe enroulée. Il est quand même pas loin de prendre Mignolet. Personnellement, j'ai pas grand-chose à reprocher à Messi de faire plus, évidemment. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il a fait du Messi, pas beaucoup, mais il y a eu des choses, il y a eu des choses plutôt intéressantes. Yacine. Non, mais en fait, si les gens pensaient que Messi il allait prendre le ballon, éliminer 8 joueurs et te marquer 3 buts et te faire gagner le match, évidemment qu'ils se sont trompés. Moi, je l'ai trouvé intéressant par moment. Par exemple, sa passe pour Mbappé en première période, elle est excellente. C'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur, la passe, elle est dosée. Mbappé, voilà, il fait son appel et il n'a plus qu'à centrer ou tirer. Après, là aussi, lui, il a un peu plus à sa décharge parce qu'effectivement, il a joué que 30 minutes contre Reims. Et là, à sa décharge, les automatismes. Il connaît pas encore les courses de chacun. Il connaît pas encore comment comment les joueurs aiment recevoir le ballon dans l'espace, dans les pieds, quelle est leur position préférentielle. Parce que ça aussi, c'est très important. Regarde, je vais parler d'une connexion qui existait à Barcelone avec Alba. Combien de fois Messi, il est rentré à l'intérieur et il savait qu'Alba, il allait faire l'appel dans le dos de tout le monde et il mettait par-dessus. Mais parce que ça, le mec, il a joué 10 ans avec lui. Donc automatiquement, dès qu'il fait ça, il regardait même plus. C'est-à-dire qu'il donnait pas d'indication. Il savait qu'Alba, il allait faire l'appel. Ben ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans 3 semaines, un mois avec Nuno Mendes. Parce que oui, voilà, quand Messi a le ballon, l'autre, il saura que le milieu excentré gauche, il est rentré. Nuno Mendes, il va il va faire l'appel et Messi, il va la mettre par-dessus. Voilà, ça, c'est des automatismes. Voilà. Maintenant, pour le reste, il ne pouvait pas demander grand-chose de plus. Donc voilà, c'est tout. Après, voilà, il a failli faire le miracle avec cette frappe sur la barre. Maintenant, il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il prenne le ballon et élimine tout le monde, c'est tout. Sacha, ça y est, tu as fait des petits réglages, je te voyais. Non, mais en fait, je suis désolé, j'ai reçu un coup de fil. C'est pour ça que j'ai dû arrêter. Et comme je pense que mon téléphone charge, en fait, si tu veux, il est relativement lent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits réglages. Désolé pour les petits inconvénients techniques, d'ailleurs. Pas de souci. Non, c'est pas grave. Sacha, sur le match de Messi, sur le match des choses à rajouter par rapport à hier. Messi, il a essayé de faire dans la simplicité. Je pense qu'il doit s'adapter aussi à un collectif très, très différent de celui du FC Barcelone. À un statut aussi de nouvelle superstar dans une ville un peu particulière. Il n'a pas encore pris ses marques à l'image de sa situation personnelle. Il n'y a toujours pas de maison. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre les choses humainement dans leur contexte. Ils n'ont toujours pas déménagé avec sa femme. Donc, je pense qu'il y a aussi ce facteur-là. Il doit être d'abord bien dans ses chaussettes, mais si bien ancré dans sa réalité avant de pouvoir tout simplement être performant avec le Paris Saint-Germain. On ne pouvait pas attendre grand-chose de Lionel Messi sur ce premier match, si ce n'est qu'effectivement, c'est quand même le seul de par qui a pu à un moment donné arriver la lumière. Je pense que sa simplicité, par exemple, dans les phases offensives, a tranché complètement avec celle de Neymar. Et donc là-dessus, il a été intéressant. Voilà. Mousse, je voulais aussi parler quand même parce qu'on en a parlé, Mbappé qui est sorti donc sur blessure et qui a laissé sa place à Mauro Icardi. Parlons de la rentrée d'Icardi qui est pas loin d'être scandaleuse aussi. 6 ballons touchés en 40 minutes. Il a eu 4 hors-jeu. Alors Mousse, Mbappé, on verra son indisponibilité, si c'est une blessure grave ou pas, mais Kalimundo est prêté. Di Maria, bon, est suspendu, il va revenir, mais Icardi, il va quand même avoir du temps de jeu cette saison. Il a quand même du mal à rentrer dans sa saison. Lui qui avait fait une bonne préparation et dont on avait vanté, etc., le fait que
il est plus préparé à temps plein, qu'il a fait tous les matchs de prépa. Ouais, il a fait la préparation, il n'a pas fait une bonne préparation parce que déjà on disait qu'on avait des doutes. Il était un peu emprunté, un peu lent. Ouais. Ah ouais. Non, mais au moins il avait fait une Il a préparation fait la préparation. Ouais. avec le groupe, il n'avait pas eu de blessure, etc. Comme on a l'habitude. Mais bon, là, il s'était blessé, on a une blessure aussi. Mais Mousse, Icardi, il va avoir du temps de jeu cette saison, il va jouer. Et dans ces matchs de Ligue des Champions, on l'attend aussi, Icardi. Même si c'est pas Mbappé ni Messi, Neymar, il doit aussi permettre à Paris de marquer et de faire parler son instinct de buteur. Et hier, son match, bon, évidemment, c'était dans un collectif comme d'habitude. On va revenir au point central du podcast, qui est un système qui ne coordonnait pas avec les joueurs, mais qui ne coordonnait pas les joueurs. Mais Icardi, compliqué hier. Ouais, alors le problème des joueurs comme Icardi, même si tu fais toute la préparation, mais que psychologiquement, tu sais que de toute façon, tu n'es pas titulaire. Et en plus, quand tu vois le mercato, tu vois arriver Messi, etc. Voilà. Et hier, il s'attend pas du tout à rentrer, je pense. Il sort parce qu'Mbappé est blessé, ou on verra s'il était vraiment blessé ou pas. Mais voilà, Mbappé sort, lui il rentre. Je pense qu'il est un peu surpris. Après, voilà, Icardi dans ce système-là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors hier, il y a eu quelques centres, hein. Il était toujours hors jeu parce qu'il y avait quelques ballons qui étaient arrivés. Il s'est créé un peu des occasions. Mais voilà quoi. Enfin, un joueur de ce niveau-là, quand tu sais ce dont il est capable, ce qu'il a fait à l'Inter, etc. Parce que pour moi, c'est un magnifique buteur, un magnifique renard des surfaces. Sauf que le jeu, il est pas, on joue pas pour Icardi de toute façon, et c'est à lui de se démerder pour essayer d'être au bon endroit, pour essayer de récupérer des ballons, ce qu'il n'a pas su faire hier parce qu'il était, je crois il était 4 ou 5 fois hors jeu, il me semble. Donc voilà, mais oui, on aura besoin de lui. Mais dans ce système-là, alors on verra si effectivement Pochettino passe à une défense à 3 avec des joueurs un peu plus haut de couloir, peut-être qu'il sera servi le jour où il sera titulaire. On verra aussi déjà si Mbappé sera rétabli pour le match de Lyon, sinon c'est lui qui va jouer. Mais c'est vrai que voilà, depuis de la préparation jusqu'à aujourd'hui, même s'il est capable de mettre des buts et de très beaux buts, bah, tu sais que c'est pas lui qui fera la différence en remplaçant Mbappé. Enfin voilà, pour moi il n'est pas adapté à ce jeu, pas adapté à cette équipe. Et encore une fois, les autres ne jouent pas spécialement pour lui, donc c'est compliqué. On peut parler, Sacha, d'un joueur, lui, qui a été à son avantage hier. Attends, je peux dire juste un petit mot sur Icardi. Ouais, parce qu'il y a deux choses importantes. vas-y. Il y a le hors-jeu sur un coup franc à 3 mètres de la ligne de but. Je ne sais pas comment il a fait. Non, mais ça, c'est miracle. Je savais que t'allais dire ça parce que je t'ai vu le tweeter hier. Non, mais ça, c'est limite, il a été en jeu sur un corner. C'est pas possible, quoi. Ah Bref. oui. Mais il y a un truc, parce que Mousse, il dit, ouais, il va jouer contre Lyon. Attention, il y a Di Maria qui revient. Oui. Donc, Ouais, mais si tu penses que si Mbappé n'est pas là, Di Maria revient, il mettra pas de véritable neuf, on jouera sans neuf? ouais, je pense qu'il peut mettre Messi en faux neuf. D'accord, ouais, c'est possible, c'est vrai. Sur Non, mais c'est vrai que Icardi, j'avais oublié Di Maria, ouais, c'est vrai. sur Icardi, il y a un truc hyper marrant. C'est-à-dire qu'on entend les commentateurs sur l'action où il met effectivement cette talonnade qui passe à côté. Geste exceptionnel, le contrôle. Les gars, il rate son contrôle. Hein. Il rate son contrôle, il essaye de rattraper comme il peut. Et puis par la suite, il essaye de tirer avec le talon. Mais il rate son contrôle, c'est pas du tout calculé. Hein. Et je te jure qu'il y a des observateurs qui disaient mais non, mais quel geste d'Icardi, c'est le but de l'année s'il le réussit. Alors qu'en fait, il est complètement... il gère pas du tout son geste technique. Tu peux demander à Yacine, qui lui est entraîneur, ça se voit en fait. Non, mais il a un manque de confiance. C'est normal. Encore une fois, tu pars pas dans la peau d'un titulaire. En même temps, il n'a pas eu énormément de propositions cet été pour partir, parce que moi, je suis persuadé que si par exemple la Juve avait fait tout le nécessaire pour qu'il vienne, et en plus il savait très bien qu'il allait être titulaire dans cette équipe, moi je pense qu'il serait parti, même s'il a démenti à chaque fois cet été les rumeurs de départ. Mais pour moi, ça reste quand même un très très bon joueur de surface. Et si t'as des mecs pour lui envoyer des bons ballons, moi je suis persuadé qu'il peut faire une saison à 15-20 buts, en tout cas lorsqu'il aura la chance de jouer. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on joue vraiment pour lui? Est-ce que Neymar et Messi, s'ils sont amenés à jouer avec Icardi, est-ce qu'ils vont tout faire pour le faire marquer? Déjà qu'ils ont, d'après ce que dit Yacine, ils n'ont pas beaucoup calculé Mbappé. Vous pensez vraiment qu'ils vont jouer pour Icardi? Moi, j'y crois pas beaucoup, quoi. Et à la place, la Juve, ils ont pris notre ancien joueur Moïse Kean. Donc voilà, ils ont en option d'achat. Donc c'est dire s'ils n'avaient pas l'argent pour mettre
les 40 millions qu'espérait Paris pour. Et pour surtout le salaire, Hugo, surtout le Et le salaire, salaire. parce que Moeskin, il va pas demander 10 millions d'euros par saison, quoi, tu vois. Non, bah, de toute façon, La Juve, ils ont fait un mercato exceptionnel pour le fait de ne pas avoir d'argent. Je vous rappelle que Locatelli est prêté gratuitement pendant 2 ans avec une option d'achat pour la saison 2022-2023. et de quoi? De 25 millions d'euros, non, c'est ça? 35, je Ouais, crois. de 30 millions, ouais. Une Ouais. option à 30. Ah, mais. Et après, on dit des montages financiers du. Bon, bref. Et les magouilles, non, mais les magouilles entre clubs italiens pour. Enfin, bon, c'est toujours 2 ans. Un joueur comme ça qui a explosé pendant l'Euro, qui a été le meilleur italien. Hugo, Non. c'est pas aux vieux singes que tu vas apprendre à faire la grimace. Ouais. Ce sont eux qui ont créé le poste du directeur sportif. Donc les montages financiers, je peux t'assurer qu'ils les connaissent. Ouais, bah, c'est sûr qu'Agnelli, il connaît bien tout ça, ouais. Je voulais parler d'un joueur avec toi dans le camp d'en face, Sacha, qui m'a marqué et qui je pense qui a marqué aussi Mousse et Yacine. C'est Charles De Ketelaere, qu'on parlait tout à l'heure. De Ketelaere. Ouais. De Ketelaere. Ouais. De Ketelaere. Qui, pour moi, avait évidemment aussi son compère Noah Lang, qui était vraiment le joueur, on va dire, à suivre. Mais moi, j'étais plus marqué par lui parce qu'il a été quand même, pour parler aussi, on peut parler en même temps par rapport au Paris Saint-Germain, mais qui s'est, je trouve, baladé entre les lignes défensives parisiennes, qui a fait parler toute sa classe. Il y a plusieurs actions qui me reviennent en tête où il a cette frappe là où il rentre dans l'axe, etc., le petit crochet, et Navas réalise, parce qu'on n'a pas parlé de Navas, mais s'il est pas là hier, enfin, s'il est pas là, s'il fait pas ses énormes parades, c'est pas, tu termines pas sur un score de 1 partout. En fin de match, vous vous souvenez aussi de ce merveilleux ballon qui dépose juste au-dessus de la surface parisienne. Il y a le ciseau de Lang qui, malheureusement, il rate un peu son geste. Mais ce ballon, il est parfaitement donné et il a quand même Dis pas malheureusement, Hugo. Hein. Alors, mais s'il réussit le ciseau, c'est un très bon. Hugo, il était à 2 doigts de se lever. Franchement, moi, j'étais pour Bruges hier. Non, je rigole. Ah, mais en tout cas, moi, je vais pas mentir. J'ai pris du plaisir à voir Bruges jouer et il y a eu des joueurs qui m'ont fait plaisir à voir. Sacha, qu'est-ce que tu peux Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis, force est de constater que Charles De Ketelaere, le Paris Saint-Germain lui réussit très très bien puisqu'il s'était révélé au poste de numéro 8, milieu offensif en 2019, justement au Parc des Princes face à Paris. Et puis voilà, tout doucement, des années après, 2 ans précisément après, là on voit qu'il y a une vraie progression. Il a demandé à Philippe Clément en début de saison une chose, une doléance. Il a dit, écoute, moi je veux bien m'adapter à ton système, mais il y a une chose que je te demande, je ne veux plus jouer sur les côtés, je veux jouer dans l'axe, je veux apprendre justement à gérer mon métier et à travailler ce poste dans l'axe. Voilà. Tu peux me mettre en numéro 8, tu peux me mettre en numéro 10, tu peux me mettre en 9, mais je ne veux plus jouer sur un côté, je suis un joueur d'axe et je veux le rester. Donc c'est un joueur qui a déjà cette intelligence. Et justement, ce qui est très intéressant chez Charles De Ketelaere, là où des joueurs sont parfois impressionnants physiquement, par leur vitesse, par leur technique, Charles De Ketelaere, il fait la différence par son intelligence de jeu, sa notion de créativité. Et ça, c'est des joueurs rares, parce qu'on n'en trouve pas souvent. On peut souvent dire, ce joueur-là, par exemple, Noah Lang, il a de la personnalité, il peut faire une différence en face à face, ou alors ce joueur-là, il est impressionnant dans le duel aérien, il est technique. Mais Charles De Ketelaere, il est complet. C'est un peu comme un joueur de tennis qui n'a pas toutes les qualités, qui a toutes les qualités, mais un petit peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Il a la capacité de se projeter en profondeur, la capacité justement de faire jouer ses coéquipiers. Il peut aussi justement être très bon dans le box, dans la surface adverse. Et puis, il est très intelligent dans les combinaisons et toujours dans cet esprit de pensée collective. Il a toujours cette réflexion-là. Alors, ça vient d'où? Ça vient tout simplement de sa formation. Il faut savoir que Charles De Ketelaere a commencé avec la Belgique. Il jouait des matchs en moins de 17 ans au poste de défenseur central. Et petit à petit, il est monté tout simplement, toujours dans l'axe. Donc, défenseur central, milieu central, ensuite, évidemment, numéro 8. On l'a fait jouer sur les côtés en 2019, c'est là que vous l'aviez vu. Et puis par la suite, maintenant, c'est là où il fait ses meilleurs matchs ces dernières années, en numéro 9. Alors, c'est un avis personnel, mais je l'aime beaucoup dans ce rôle de milieu relayeur, dans ce rôle de milieu central, parce que pour moi, avec justement son cerveau, on va dire la vérité, ce qui est le plus intéressant et ce dont on parle le moins, et Yacine en est témoin, c'est le cerveau d'un footballeur. Et son cerveau, il peut être extrêmement utile à l'avenir dans une position un petit peu plus reculée. Parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses à d'autres clubs, pas forcément à Bruges. Je pense qu'il s'est bien mis en avant hier soir. Il y a certainement des clubs qui vont toquer à la porte en hiver ou cet été. L'Atalanta, Sacha.
L'Atalanta. L'Atalanta, ils aiment bien cibler ce genre de joueurs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, si l'Atalanta a 30 millions d'euros, il n'y a pas de souci, parce que c'est son prix. Ça m'étonnerait. En plus, l'Atalanta joue en 3-5-2, 3-4-3, etc. Donc, à deux pointes, avec souvent Zapata et Luis Muriel ou Zapata, un autre joueur. Donc, il pourrait jouer dans ces dispositifs-là. Hein. Bien sûr, et je pense qu'il y a déjà eu des approches effectivement en Italie. Ils adorent ce type de joueur. C'est vraiment un joueur qui est particulièrement apprécié en Italie. Tu as parlé de l'Atalanta, je peux parler de Naples, je peux parler de l'Inter Milan et je peux parler aussi de la Juve. Donc il y a beaucoup de clubs en Italie qui le scrutent et qui le trouvent très bon et très intelligent pour la Serie A. Donc il pourrait effectivement, c'est plus un championnat qui lui correspond. Je suis tout à fait d'accord. Mais comme je dis, championnat intelligent Serie A. Tu vois ce que je veux dire? Ici, Charles de Ketelaere, joueur très intelligent. Et donc, forcément, ça va apporter un plus. Et il a un profil tellement différent, mais tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je venais de le dire justement, ce position de milieu central dans lequel moi je préfère en termes individuels, parce que c'est là où je pense qu'il peut le plus se développer. En fait, je me suis même retrouvé face à mon propre argument en me disant, mais il est exceptionnel dans ses déplacements, dans son jeu de déviation au poste de numéro 9. Mais en fait, si tu veux, on a tellement une vision, et ça, Yacine pourra l'attester aussi, stéréotypée du numéro 9, qu'aujourd'hui, ce type de joueurs qui ne sont pas forcément des buteurs fins, des renards de surface ou des joueurs qui vont prendre des profondeurs, mais qui ont un profil un peu atypique, forcément, ils ne retiennent pas l'œil. Et donc, on a tendance à penser qu'ils sont moins bons. Mais quand tu vois l'impact et la façon dont il a malmené la défense parisienne, c'est impressionnant. Ouais. Et toi, Yacine, j'avais vu, tu avais tweeté sur Noah Lang qui disait qu'il avait recruté 6 millions d'euros Bruges et que tu avais apprécié son niveau de jeu aussi hier, pour parler l'autre attaquant de Bruges hier. En fait, j'ai tweeté sur lui parce que je voyais que tout le monde tweetait sur l'autre. Toujours là, notre pied, Yacine. Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est le duo. J'ai trouvé hier, en fait, c'est leur complémentarité, les déplacements de l'un par rapport à l'autre qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'on voit bien que Lang, il est plus le petit joueur technique qui fait la différence, entre guillemets, profil Neymar. Mais quand Neymar... Le Neymar de Bruges, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est leur entente qui m'a plutôt impressionné. Ils ont toujours joué l'un pour l'autre. Et comme l'a dit Sacha, ces deux petits gabarits, tu te dis, t'as Kimpembe, Marquinhos, bon, il va falloir tenir le coup. Mais en fait, leurs déplacements ont mis en difficulté le milieu de terrain du PSG et la défense du PSG. Parce qu'ils ont toujours été dans les interlignes. Parce que quand il y en a un qui décrochait, l'autre prenait la profondeur, comme sur cette fameuse action où il va faire le retourner. Voilà. Il y a l'idée de toujours s'entraider parce que De Ketelaere, quand il fait l'appel à la 90e, là, il n'a plus de jambes. Hein. Il va jusqu'au bout du bout. Là, normalement, l'arbitre, pour le sauver, il doit siffler la fin du match parce qu'il est cuit. Il arrive au bout de la course, il n'en peut plus. Mais il fait quand même l'effort pour offrir une solution. C'est énorme dans l'état d'esprit. Et donc, moi, j'aime ces joueurs. Et tu sais, c'est... Alors, encore une fois, quand tu compares, c'est dur parce qu'il faut toujours préciser. Mais tu vois, Iniesta, c'était pareil dans le sens où Iniesta, parfois, jouait attaquant côté gauche, des fois dans les milieux relayeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, son intelligence de jeu lui permettait de compenser son manque de puissance. Parce qu'il trouvait des angles de passe à cet endroit-là, etc. Et moi, j'aime, et je pense que c'est aussi l'avenir du foot, et Guardiola en parle souvent, ce profil de joueur où tu peux, à un moment donné, dans un match ou d'un match à l'autre, lui dire, tiens, tu vas jouer derrière l'attaquant, tu vas jouer deuxième attaquant, tu vas jouer plus bas en relayeur. Parce que, en fait, c'est ce qui aussi permet de faire évoluer ton équipe différemment. C'est-à-dire que, tiens, on va caricaturer, tu as Lukaku devant, voilà. Et puis à un moment donné, tu dis, tiens, Lukaku, décale-toi à droite et mets-lui devant. C'est pas du tout le même profil. Les défenseurs doivent s'adapter. Et comme lui, il est assez intelligent pour s'adapter au jeu, voilà, et c'est le profil des footballeurs, entre guillemets, normalement des années à venir. Parce que c'est vrai, tu vois, par exemple, on compare toujours. D'ailleurs, ça me permet de parler du livre qui sort la semaine prochaine. Mais le profil de l'attaquant puissant, en France, un De Ketelaere, s'il est chez les jeunes, personne ne le calcule. Rappelle Yacine, quand est-ce qu'il sort ton livre? Rappelle. Mercredi 22. Voilà, officiellement. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'est justement ce pourquoi, lors de sa formation, il a démarré au poste de défenseur. Parce que personne n'allait calculer ce type de profil en Belgique aussi, hein, t'inquiète pas. Les Français, ils ont leur système de formation, mais en Belgique, on est aussi, je dirais, adepte de certaines idées reçues. Donc, voilà. Mousse,
pour parler, ce sera ma dernière question du podcast, évidemment, avant que Paris ne retrouve la compétition dimanche soir à 21h contre Lyon pour la 6e journée de Ligue 1. Il y aura aussi un match de Ligue 1 en milieu de semaine, la semaine prochaine contre Metz, puis Montpellier après. Est-ce que Mousse, pour trouver cet équilibre dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que l'équilibre de l'équipe ne passe pas par un 3-4-3 qu'on a commencé à évoquer un peu dans le podcast, avec Hakimi et Nuno Mendes en piston pour animer les couloirs, en laissant du coup Messi et Neymar proches de la surface et dans l'axe pour être dans les demi-espaces, peut-être où il serait le mieux et il n'aurait pas trop à défendre. Honnêtement, quand tu vois le match d'hier et l'utilisation des côtés, notamment celui d'Hakimi, même si dans les matchs de Ligue 1 c'était mieux, mais hier honnêtement on l'a quasiment pas vu. D'autre côté, Diallo, maintenant on sait, bon d'abord c'est pas son poste, mais on sait que même pour dépanner, ce sera pas suffisant et que heureusement que tu as recruté Nuno Mendes. Oui, moi je pense que si tu veux exploiter cette équipe au mieux et surtout pour pouvoir travailler sur la largeur, pour travailler avec des joueurs de côté, il faut une défense à 3. Et moi je pense que Pochettino, il attend juste que Ramos soit prêt physiquement et soit apte à jouer pour peut-être mettre ce système en place et justement permettre peut-être à Neymar et Messi de jouer un peu plus proche de l'attaquant. Après, même si Mbappé ne reste jamais vraiment au centre, il a tendance à s'expatrier à gauche. Et moi, je pense que de toute façon, à gauche, pour moi, c'est son poste, il est meilleur. Je crois qu'Yacine n'est pas trop d'accord avec moi. Mais je pense que Mbappé, mais oui, je pense que le système, il va falloir qu'il le change, parce que ça fonctionne pas de toute façon comme ça. Et qu'en plus, même en mettant 3 milieux de terrain pour un peu sécuriser, ça fonctionne toujours pas. Après, il manquait notre milieu indispensable qui était Verratti. Force est de constater que ça démarre mal, toujours avec ses petits soucis de santé et ses pépins physiques. Donc, j'espère qu'il va pouvoir revenir assez rapidement et surtout avoir une certaine régularité, parce que c'est pareil. Quand tu sors Verratti sur blessure et qu'il n'est pas là 3-4 matchs, ça veut dire que tu es obligé d'intégrer d'autres milieux. Donc, encore apprendre des automatismes. Au moment où les automatismes peut-être arrivent, hop, Verratti revient et tu travailles autrement. Donc oui, il va falloir vraiment travailler ce système-là qui, pour moi, je pense, sera le meilleur pour le PSG. Et surtout, encore une fois, avec les joueurs de côté que tu as comme Nuno Mendes et Hakimi, tu mettras des buts. Alors peut-être que tu en prendras aussi, ça c'est possible, mais en tout cas, tu en mettras beaucoup plus que dans ce système-là, qui, depuis le début de saison, il a pas changé de système et on a vu que le contenu, voilà, c'était pas terrible. Donc, à voir comment il va articuler ça, mais bon, tant que Ramos n'est pas revenu, et encore une fois, je pense pas qu'il aura j'allais dire le courage, c'est peut-être pas le mot, mais de mettre Kerrer dans cette défense à 3. Je pense qu'il a pas assez confiance. Sacha, même question, avant que je finisse avec Cassine. Bien sûr, le système A3 est pour moi le système providentiel, celui qui doit être mis en place avant tout, parce que c'est comme ça que les joueurs du Paris Saint-Germain doivent tout simplement s'adapter par rapport aux individualités qu'ils ont. Sergio Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, c'est le système qui convient le mieux à toutes les parties. Et donc, ce serait tout à fait logique qu'au retour, en tout cas de Sergio Ramos, ce système A3 soit mis en place. Yacine, tu t'en parlais aussi un peu tout à l'heure, etc., d'en arriver à cette défense à 3 pour utiliser au mieux les couloirs avec les deux pistons. Ouais, et il y a une chose supplémentaire, parce que vous avez parlé des couloirs. En fait, quand tu défends à 3, ça te permet d'avoir deux milieux, on va dire, moins costauds. Parce qu'en fait, tu as trois axiaux qui peuvent à ce moment-là fermer. Le problème de la fameuse sentinelle, tu l'utilises quand tu joues à 4 parce que tu as deux défenseurs qui vont s'écarter quand tu as le ballon là. Et lui qui vient un peu au milieu en troisième, là, tu n'as pas besoin. Donc, ça veut dire que tu peux partir avec cette défense à 3 qui a l'air sur le papier plutôt solide et te dire, au milieu, tu peux jouer qu'avec Verratti et Gueye. Parce que dans leur volume de course, ils vont compenser. Tu as les latéraux, tu as donc, quand tu défends 5 joueurs, ce qui veut dire que tu as moins d'intervalle, tu as ces deux joueurs avec Gueye qui courent beaucoup, Verratti aussi. Tu as Verratti plus bas, parce que moi je reste persuadé que c'est l'avenir, Verratti plus bas pour sortir des ballons. Et notamment hier, il a manqué énormément pour sortir des pressings. Parce qu'avec un Verratti, on sait très bien que même s'il y a deux joueurs qui viennent presser, très souvent, il s'en sort et ça te permet de respirer. Donc ça, c'est évidemment. Mais moi, je reste persuadé de seule chose que je répète depuis que je fais les podcasts. Pour moi, l'exigence, elle viendra de la Ligue 1. À savoir que, moi, j'étais au parc contre Clermont. Tu gagnes 4-0, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu
des actions de Clermont. Il y a eu des phases de construction et de possession de Clermont. Paris a eu 52% de possession de balle contre Clermont. Au parc. Hein? Et au parc. Au parc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce match contre Clermont, tu le gagnes 4-0 parce que tu es au-dessus individuellement. Et encore heureux qu'une équipe à 650 millions d'euros de budget soit au-dessus d'une équipe à 32. Mais tu fais pas les efforts parce que tu as fait la différence par tes individualités. Tu gagnes 4-0 et tu as l'impression que tu as fait le match. Mais en vérité, tactiquement, dans le contre-pressing, dans l'intensité des courses, tu n'as rien montré. Donc, pour moi, cette exigence, elle ne passera que par la Ligue 1. Quand hier, à la 80e, Bruges a couru 8 km de plus que le PSG. Moi, je veux bien qu'on m'explique que ça ne fait pas tout de courir. Sauf que le PSG n'a pas joué dans le camp de Bruges. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu de course à faire. Ils ont joué dans leur camp. C'est-à-dire que 8 km, c'est énorme. Il y a pratiquement, tu te rends compte, 8 km, on est pratiquement à 1 km par joueur. Et là, on parle juste de course. Hein. On ne va même pas parler de course à haute intensité. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas exister contre n'importe qui si tu cours en tout pratiquement 10 km de moins que l'adversaire. Voilà. Donc cette exigence, elle passera par la Ligue 1. C'est-à-dire que Pochettino ne peut plus se contenter de dire « Ouais, c'est bien, on a gagné. » Voilà. Non, c'est pas bien. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que la com, c'est Yacine, Pochettino ne croit même pas lui-même à ce qu'il dit. Il fait de la com parce qu'il n'a pas le choix. Mais encore une fois, si vraiment Pochettino était libre de faire ce qu'il voulait, je suis quasiment sûr et certain que même dans le choix du mercato, hein, c'est-à-dire que s'il avait son mot à dire, il aurait sans doute peut-être cherché d'autres joueurs. Tu vois, des vrais joueurs de collectif, comme par exemple le sont Herrera et Gueye. Là, il en a deux. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, il est pieds et poings liés. On lui a dit tiens Messi, tiens Ramos, tiens machin. T'as des super joueurs. Maintenant, t'as pas d'excuses. Bah non, c'est pas comme ça qu'on monte une équipe. C'est pas juste avec des noms. Il faut aussi un projet de jeu, des profils spécifiques, etc., etc. Mais lui, il a pas son mot à dire là-dessus, quoi. Donc, on lui a dit ouais, on t'a ramené Ramos, on t'a ramené Wijnaldum, on t'a ramené Messi. Franchement, t'as la meilleure équipe du monde. Et en plus. La presse, puis le président Khalifi qui dit oui, qui répète oui, on a une équipe de dingue, Mbappé n'a pas d'excuses, etc. Mais encore une fois, le foot, c'est pas juste aligner des noms. Il faut aussi une cohérence dans ce que tu veux faire, etc., etc. Mais aujourd'hui, Pochettino n'a pas les moyens de mettre en place ses idées parce que les joueurs qu'on lui a ramenés, ça correspond peut-être pas à la philosophie que lui veut amener sur le terrain et peut-être aussi en dehors du terrain. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand hier, il dit on a dominé, mais à un moment donné, on a tous vu le match. Arrête de nous prendre pour des cons. Non, mais arrête de nous prendre pour des cons. Voilà, je suis d'accord. On n'a pas été bon. On s'en sort bien. On prend un point à l'extérieur en Ligue des Champions, premier match de poule. Tu peux positiver la chose. Tu as le droit. Manchester a perdu aux Young Boys de Berne. D'accord? Donc, toi, tu n'as pas perdu. Tu as été dominé. Tu as le droit d'essayer de tourner la chose de façon positive sans mentir. Voilà. Et je pense... comme ce que fait Peter Bosz à Lyon. Quand ça va pas, il le dit clairement. Il va en truc, il dit voilà, en gros, on a fait de la merde. Tel joueur, c'est pas possible. On peut pas gagner un match en courant si peu, etc., etc. Voilà. Bah, Pochettino, il le fait pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, hein, des pros et des anciens pros. Ils te le disent tous. L'histoire du discours dans le vestiaire et dans la presse, c'est des conneries. Parce que, en fait, le joueur, tout le monde lit tout. Même si le coach, à un moment donné, vient te dire dans le vestiaire après, bon, les gars, voilà, machin. Mais en fait, le joueur, il dit, mais attends, c'est quoi la vérité? C'est on a été nul de ce qu'il nous a dit dans le vestiaire? Ou c'est, il fait ce qu'il a dit dans les médias en disant, mais finalement, on a dominé parce qu'on a eu la possession. C'est ça ton explication? Et à un moment donné, aujourd'hui, arrête de nous prendre pour des cons. Voilà. Dis la vérité. T'as eu la possession en termes de chiffres, mais tu n'en as rien fait. Donc, tu n'as pas été bon, tu as été dominé. Le match mérite pas de le gagner. D'ailleurs, Herrera aussi est sur la même ligne en disant on méritait de gagner. Herrera, c'est pire pour moi encore. Parce que voilà, lui, il dit qu'on mérite de gagner. Voilà. Et en plus, tu vois, tu l'as senti un peu agacé au micro de Nicolas Villas, alors que les questions, elles étaient franchement légitimes. Et le mec, tu vois, il a agacé, il dit ouais, mais vous n'auriez pas dit ça si on avait mis un but. De quoi, Sacha? Sacha, ouais, qui disait? Non, je dis, il lui a répondu vraiment comme de la merde. C'était pas du tout respectueux la façon dont Herrera a répondu. Il avait vraiment pas envie d'aller à l'interview. J'ai vraiment senti qu'il était obligé. Bon, d'accord, ça peut parfois ne pas être agréable après une performance pareille, mais je pense qu'il y a un minimum de diplomatie à avoir envers un diffuseur.
Et juste, je termine. Quand tu fais de la com, il y a une chose importante, c'est que, surtout aujourd'hui, qu'il y a plein d'émissions dans plein de pays et les gens regardent tout, hein. Ils lisent les journaux étrangers, etc. En fait, tu donnes des billes aux gens qui vont te défoncer. C'est-à-dire que si Pochettino il vient en conférence de presse et il dit on n'a pas été bon, on a été intéressant 10-15 minutes, après on a été dominé parce qu'au milieu on n'a pas répondu présent, mais, ce que positif, on s'en sort bien, on prend un point, c'est la première journée de Ligue des Champions. On est à l'extérieur, on a pris un point. Rappelez-vous que l'année dernière, le PSG démarre avec une défaite à domicile. Voilà. Donc on est plus dans le positif. Eh ben, en fait, qu'est-ce que tu vas lui dire après? Tu vas dire quoi? Ah, il dit de la... Bah non, il a dit la vérité, mais je vous dis, il n'y a même pas de débat. Sauf que là, il nous prend pour des cons et il ment. Donc tu te dis, soit il est incompétent et il n'a pas vu, et ça c'est grave. Soit il nous prend pour des cons et c'est très grave aussi. Non, je crois Yacine, on dirait qu'il a pas le droit d'être négatif. En gros, tu as l'impression que ça, il c'est faut jamais être négatif. Il faut toujours dire oui, non, c'était bien. Les attaquants, ils ont bien défendu. Attends, alors, donc on donne 9 millions d'euros à un mec qui n'a rien le droit de faire. Il n'a pas le droit de faire l'équipe, il n'a pas le droit d'être négatif, il n'a pas le droit de dire la vérité. Mais sinon, à un moment donné, il a le droit quand même d'être là ou pas? Non, mais ça en plus. Non, mais moi, je suis d'accord. Non, mais je sais, je te dis pas ça à toi, Mousse. Est-ce qu'il a le droit d'être lui-même? Ou est-ce qu'il a le droit d'être lui-même ou est-ce qu'il doit être l'image de ce qu'il est censé représenter aux yeux des Qataris? C'est ça, Sacha, tu as tout dit. C'est la deuxième réponse. C'est ça. Sacha a raison, c'est qu'en fait, il n'a pas le droit d'être négatif. Il l'a un tout petit peu dit quand il a fait ses changements à la mi-temps, à l'interrogation, en disant qu'il n'était pas content de l'implication défensive, etc., de ses milieux et tout. Donc, c'est pour ça qu'il a changé. Mais au final, en fait, il n'a pas le droit d'être négatif parce que si on lui dit t'es négatif, on lui dit attends, il y a 50 000 coachs qui aimeraient bien être à ta place. Donc arrête de te plaindre. En fait, c'est un peu ça le message. C'est pour ça que je pense que tous les entraîneurs au Paris Saint-Germain font de la politique, Sacha. Bien sûr, absolument, c'est de la politique. Et c'est évidemment le discours qu'on avait tout à l'heure en disant que ce club est difficilement gouvernable parce qu'aujourd'hui, avec un tel État dictateur totalitaire qui maîtrise quelque part, si tu veux, l'art de contrôler les gens par l'argent, c'est très compliqué, effectivement, de trouver une zone de liberté d'expression. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce qu'on te demande, tu fais pas ce que tu veux, tu prends l'argent que tu as demandé, tu acceptes grassement, mais par contre, tu te plies à toutes les règles. Et les règles dans la communication, elles sont extrêmement importantes pour le Paris Saint-Germain, l'image du Paris Saint-Germain, pour les Qataris qui dirigent le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Pochettino, il ne peut pas avoir un autre discours qu'un discours faux, lisse et convenant. Oui, parce que en fait, la communication du club, notamment avec le recrutement de Messi, moi j'étais à la conférence de presse, et c'est vrai que moi, quand le président Nasser a dit sur le ton de la blague, ah mais si vous saviez depuis qu'on a signé Messi, le nombre de contrats qu'on nous propose, etc. Moi, ça m'a fait halluciner parce que je me dis à aucun moment en fait, tu parles du sportif. C'est bien de développer la marque, on est très content de voir des maillots du PSG en Asie, aux États-Unis, tout ça c'est très bien. Mais à quel moment tu parles du sportif? Tu vois? Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est en ça aussi que le PSG doit améliorer sa com. Parce que dans leur communication depuis le début de cette saison, on nous parle des nombres de followers, on nous parle de nouveaux contrats qui vont faire entrer de l'argent dans les caisses du club. Non, mais tout ça, c'est très bien. De sociétés de crypto-monnaie. Voilà. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on a sur le terrain? Ok, on a une super attaque, mais est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que tout ça c'est cohérent? Non. Et encore une fois, il faut pas s'étonner de voir Mbappé ne pas prolonger, parce que Mbappé c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est ambitieux. Et encore une fois, moi je pense que lui, il veut qu'on lui parle du sportif. Il veut qu'on lui donne des preuves qu'avec le PSG, il va pouvoir remporter des titres et aussi pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, vous disiez tout à l'heure que n'importe quel coach rêverait de remplacer Pochettino. Moi, je crois que ça va être de moins en moins le cas et que peut-être que des coachs et même certains joueurs vont se dire, est-ce que vraiment on va venir au PSG? Quel est le projet sportif? Est-ce que je vais pouvoir avoir les mains libres? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Après, tu as beaucoup maintenant, avec l'ère moderne, de mercenaires, même en tant que joueur de football professionnel. Évidemment, Sacha, t'en trouveras. Évidemment, j'exagère volontairement. J'exagère volontairement, Sacha. Évidemment qu'il y en aura.
Mais en tout cas, Non, certains mais moi, vont je se poser reprends la juste- question. On peut reprendre juste maintenant par rapport au cas, juste avant de terminer avec Hugo, par rapport au cas de Wijnaldum. Wijnaldum dit dans la presse, j'ai été séduit par le discours de l'Inter Milan. Pour moi, c'est eux qui m'ont fait la plus grosse impression. Mais quand le Paris Saint-Germain est arrivé, Là, c'est je ne Barça. pouvais pas Barça. refuser. C'est Non, il a Barça. parlé de l'Inter. Il a parlé de l'Inter. Je t'invite à aller voir dans la presse Ah, italienne. d'accord, dans la ok. presse, il a parlé de l'Inter. Parce qu'il avait une vraie touche avec Barcelone, c'est pour ça. Voilà, mais les propositions et le projet sportif par rapport justement à la préposition financière, bah, évidemment, elle était moins importante qu'au Paris Saint-Germain, mais il a dit les dirigeants m'ont fait grande impression. Mais tu crois qu'ils leur ont fait grande impression? Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet sportif, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une envie de créer quelque chose au niveau du football, pas objet de mondialisation. La première chose que Bart Verhaeghe, le président de Bruges, pour revenir au match, a dit, c'est le Paris Saint-Germain, d'un point de vue objet de la mondialisation, est le plus grand club de tous les pays du monde. Donc, il ne parle pas de sportif. Personne ne pense aux sportifs quand on pense au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club qui inspire d'un point de vue sportif cette année. Et même les autres années, en tout cas, cette ère qatari n'inspire pas le sportif. Cette ère qatari inspire la mondialisation, le football fast-food, Qatar Airways et tout ce qui concerne, je dirais, le merchandising et le monde du business. C'est ça, le PSG est un football business. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore le Paris Saint-Germain parce que je trouve que c'est un club, voilà, c'est comme quand tu payes, tu vois, pour voir un beau blockbuster au cinéma, là, tu vas le voir, tu te fais plaisir, mais tu sais que c'est un blockbuster. Voilà, je ne vais pas voir le Paris Saint-Germain au stade comme je vais voir Séville, Betis. Tu comprends? C'est deux mondes différents. Il faut l'accepter comme tel, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut un équilibre entre maintenant le marketing qui a très bien réussi. Et encore une fois, en tant que supporter, évidemment qu'on est fier que cette marque-là s'exporte dans le monde entier, de voir des maillots un peu partout dans le monde entier. Évidemment qu'on en est fier. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire la même chose côté sportif. Et peut-être recruter des gens qui savent un peu plus parler de football, qui s'y connaissent un peu plus au niveau du terrain et pas que tout miser sur l'internationalisation de la marque et sur le marketing. Maintenant, pour moi, le travail, il a été très bien fait. Je sais pas. Vraiment ça ne les intéresse pas, les Qataris. J'ai pas la réponse. Tu peux demander à Yacine, il te le dira. Les Qataris, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est un club resplendissant à l'image internationale, un club qatari qui justement met en avant l'image du Qatar à travers le Paris Saint-Germain et qui permettent au Qatar d'exister aux yeux du monde. Mais le problème, c'est que ça ne suffira pas, malheureusement. Ce n'est pas le sportif qui les intéresse. Sacha, malheureusement, ça ne suffira pas. Oui, pardon. On n'a pas fini. On va faire 1h40 de podcast. Là, ça va être inaudible pour les gens qui nous écoutent après. C'est un débat intéressant, mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast, mais pour un sujet plus tard, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, Sacha et Mousse, évidemment. Mais je pense que là, on va rester sur le match en lui-même et sur le fait que le Paris Saint-Germain donc a concédé le match nul 1-1 pour son premier match. Prochain match, je le rappelle quand même, PSG Manchester City, les amis. Ça sera le 28 septembre à 21h, Yacine. PSG City le prochain match, ça va donner. Ouais, et ça va faire mal parce qu'en fait, en faisant ce match nul, tu reçois City. S'il y a un résultat négatif, tu as double confrontation contre Leipzig après. Comme l'année dernière, elle va être décisive. Et oui, ça va être un gros match, un gros test. Un triplé d'Nkunku d'ailleurs, au passage. Oui, c'est ce que j'ai dit en ouverture du podcast, triplé d'Nkunku. Malheureusement, que tu n'as pas permis à Leipzig de l'emporter. Mais voilà, ça sera déjà un gros affrontement et un gros duel entre les deux favoris du groupe. Donc voilà, ça va déjà se jouer lors de la deuxième journée. Et ça sera le 28 septembre au Parc des Princes. Donc PSG Manchester City. Et puis pour le prochain match du PSG, ce sera, je le disais, dimanche soir 21h pour la 6e journée de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais. 20h45, je crois, les matchs le dimanche maintenant. Ah oui, c'est vrai. Amazon fait un quart d'heure avant pour permettre aux familles de rentrer chez elles pour l'école du lendemain. Voilà. Amazon qui pense aux enfants et aux familles. Merci à vous d'avoir été avec moi, Yacine, Mousse et Sacha. Je remercie une nouvelle fois. Juste. Je veux dire que je l'ai reçu. Voilà, le livre de Yacine Amnet. Pour ceux qui seront sur YouTube, parce que ceux qui seront en podcast audio. Alors, si vous nous écoutez en audio, il faut aller voir le podcast vidéo sur YouTube. Évidemment, vous le voyez, Yacine vous montre la couverture de son prochain livre, Les hors-jeux du football français. Yacine, on l'a dit,
Après, quand il sera officiellement en vente dans les librairies, les Fnac, tout ce que vous voulez, on fera un podcast sur le livre pour que tu nous expliques. Ouais. En plus, il y a une trêve internationale après le match du 3 octobre, donc on a encore 15 jours de galère. On parlera pas de l'équipe de France, des joueurs parisiens dedans, c'est bon, on parlera du lit, ça sera beaucoup plus intéressant, il y aura plus de choses sympas à dire. Mais Yacine, j'imagine que tu es heureux, fier. Excité aussi, parce que officiellement, c'est la semaine prochaine, donc on attend les premiers retours. Donc, mais c'est une belle expérience, une belle aventure. Et voilà, il y a des remerciements dans le livre, mais je remercie un peu tout le monde, notamment l'équipe de Paris United. Voilà. Eh ben, écoute, on en parlera tout au long d'un podcast pour résumer évidemment tout ce que tu as fait comme travail sur ton livre. Merci Sacha. On en fera gagner un sur le podcast YouTube. Voilà, on fera gagner un livre. Comme ça, vous aurez. Voilà, on fera un tirage au sort. Ça va se battre. Hein. Ça va se battre. Ah ouais, normal, c'est Yacine. Hein. Ouais. Vous pouvez retrouver toutes les expressions de Yacine. En fait, à la fin, tu as un petit. Alexis. L'appui, c'est dégueulasse. Je vous l'avais dit. Dans la. Voilà, c'est un petit le dictionnaire de Yacine. Voilà, le dictionnaire de Yacine Amned. Ça serait un truc à sortir, ça. Hein. Ça rire. Bon, je voulais te remercier, Sacha, d'avoir été une nouvelle fois avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir que tu nous apportes toutes tes analyses et ton expertise sur ce match. Mais écoute, c'est un grand plaisir partagé. Je vous aime beaucoup, les copains, donc c'est toujours un bonheur. Quand on peut, on le fait. Merci, Sacha. Tu rentres en Belgique, là, Sacha? Ça y est, t'as fait la tournée des médias, t'es passé par RMC Sport, par United, tu rentres chez toi? Ça y est, j'ai fait la tournée, effectivement. Je reprends mon train et puis on va continuer à avancer et à faire les choses bien. Eh ben, on te souhaite évidemment, Sacha, et tu reviens avec nous quand tu veux. Merci, Mousse. Un rendez-vous au match retour, non? Oui, bien sûr, évidemment. 7 décembre, j'ai déjà couché la date. Ah, il y a 7 décembre, tu réserves ton lendemain matin d'après-match. Sacha sera avec nous pour parler du doublé de Charles de Kettler. Voilà. Ok. Mais Paris aura gagné 3-2, donc ça ira. On verra. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura une surprise encore comme hier. Peut-être. Mais si c'est au parc, c'est encore pire, hein, quand même. Déjà, c'est compliqué, mais si au parc, on se fait rouler dessus par Bruges, désolé, mais bon, ça fera quand même tâche. Hein. Ouais. Merci Mousse, merci Yacine d'avoir été avec moi. Merci. Un bon podcast et on vous souhaite, on se retrouve évidemment après le match contre Lyon, lundi matin, pour parler de cet affrontement entre les deux ogres du championnat français. Merci à vous de nous avoir écoutés et donc à lundi. Ciao à tous. Ciao. Ciao.